Mon vrai adversaire, là, c'est pas la CAQ. Mon vrai adversaire, c'est rendu le cynisme en politique. La déception à l'endroit de ce gouvernement-là, j'avais jamais vu ça. Les gens ils croient là, que les politiciens sont tous des menteurs. Oui. Moi, j'ai voté pour la CAQ 3 fois. Tout ce qui était les valeurs qui, pour moi, étaient fondamentales, pourquoi j'avais voté pour lui, ils avaient tout trahi. C'est toute la question de la souveraineté du Québec que le Parti québécois veut mettre à l'agenda. Moi, je pense que c'est le temps d'abolir des barrières entre le Québec et les autres provinces, pas d'en ériger d'autres. On peut pas se passer du reste du Canada. Imaginez si le Québec avait été tout seul contre Trump. Là. Les Américains, c'est pas des caves. Là. Ils sont aussi intelligents que nous autres. Comment c'est qu'il y en a la moitié qui a voté pour Trump? À un moment donné, il faut se poser la question. Là. Si ça n'avait pas été Donald Trump, ça aurait été un autre. Ça aurait même pu être un démocrate, parce que les démocrates, historiquement, étaient beaucoup plus pour les tarifs que les républicains à une autre époque. Trump, là, c'est la conséquence, c'est pas la cause. Tabarnouche, je suis de capable de lever ça, moi, là. C'est pas heavy pour rien. T'as soif, là? J'ai plus soif. Ça m'a enlevé le goût de boire. Quand tu veux, tu peux en boire, là. Aïe, aïe, aïe. C'est ça que tu veux voir comment on a de la misère à lever le verre. Mais à vrai dire, ce que j'aime, c'est que t'aimes les défis. OK. Puis en parlant de défis, ça t'a pris combien de temps, venir ici? 1h30. Puis tu partais de où? Laval. Quand même pas si pire, hein, pour faire 50-60 km peut-être. C'est incroyable, hein? C'est fou raide. Ça n'a pas de sens. C'est moi ce qui me fait halluciner. Puis on est en plein milieu du jour. Là. C'est pas comme si on était à l'heure de pointe là, du tout. Là. Non, on n'est pas le matin, puis on est ni le soir. C'est ça. Fait que tu te dis comment ça se fait que ça prend 1h30 faire 50 km sur une autoroute à Montréal. Puis c'est pas inhabituel. Là. Non, puis t'as pas vraiment d'option. Non. Parce que peu importe le chemin que tu prends. Tu peux pas prendre le pont-tunnel, on s'entend-tu, là? Non, mais c'est hallucinant. Puis ce qui me fait capoter, c'est que j'ai l'impression, tu sais, moi, je suis plus à Québec, là. Mais j'ai l'impression que les gens de Montréal sont comme immunisés à ça, sont comme rendus habitués. C'est comme normal qu'on soit toujours pris dans des bouchons. C'est pas normal. C'est pas normal, mais ça devient que c'est ton quotidien, puis c'est comme ça. C'est la normalité, mais c'est inacceptable. Puis il y a personne qui chiale, il y a personne de responsable, il y a personne... Tout le monde se renvoie à balle. Il y a des élections municipales, ça fait à peine les nouvelles. C'est pas un enjeu. C'est pas une priorité, on dirait, de personne. Ouais, mais c'est pas mieux en centre-ville de Montréal, là. Non, c'est encore pire. Mais c'est ça, la priorité, c'est les pistes cyclables. Tu sais, puis c'est... Puis les voies d'autobus. Je veux pas parler juste de politique, là, mais il y a quelque chose de très politique. Là. La guerre à l'auto, là, on a parlé de ça longtemps. Moi, j'étais à la radio dans le temps, là, avant de faire de la politique. Puis le monde disait, ouais, donc, c'est quoi ça, la guerre à l'auto? Ça existe pas. Mais là, les gens commencent à réaliser, ouais, c'est vrai, hein? Les voies où les voitures passent, il y en a de moins en moins, sont de moins en moins larges. Transport en commun empiète de plus en plus. Les pistes cyclables empiètent de plus en plus. On élimine du stationnement. Tu sais, c'est ça, là, c'est de créer artificiellement des goulots d'étranglement. Mais t'as pas l'impression qu'il y a une résistance? Les gens changent pas leur habitude, puis on continue de prendre notre voiture. Donc, c'est pas une guerre qui est perdue d'avance? Ben, c'est-à-dire que c'est une guerre qu'à un moment donné, il va falloir que politiquement, on en débatte ouvertement, là, parce que, je me souviens, il y a quelques années, là, quand Luc Ferrandez parlait de ça, là, puis il disait, il faut artificiellement créer des bouchons, puis on va les décourager, puis on va les obliger à prendre le transport en commun, puis le transport actif. On regardait ça, puis on pensait que c'était des illuminés, puis il y était 3-4 sur le plateau, là. Mais là, c'est même rendu dans les banlieues, là. C'est rendu, c'est à 15 à Laval, c'est rendu ici, c'est à Rive-Sud, c'est rendu partout, là. Mais tu vois, à Montréal, ce que ça a donné qu'il y a beaucoup de commerces, qui ont fermé, et qu'il y en a plusieurs qui sont partis. Bien, c'est sûr. Tu vas avec tes pieds, tu sacs ton camp. À un moment donné, tu te dis, tu peux pas, tu sais, les stationnements, là, un commerce que t'élimines les stationnements devant chez eux, ses clients, ils se rendent comment chez vous, là? Tu sais, moi, mon chum, il est dans le commerce de détail, là. Ses clientes, là, ils arrivent pas en vélo. Ils arrivent de 15-20 km plus loin, ils viendront pas à pied ni en vélo, là. Puis ils arrivent avec leurs enfants, ils peuvent... Je pense qu'à un moment donné, là, je comprends, puis on est tous d'accord là, qu'il faut avoir du transport en commun, puis on est d'accord que le monde qui peut prendre le vélo puisse prendre leur vélo. Mais à un moment donné, il ne faut pas empêcher le monde qui ont besoin d'une voiture. Puis la guerre à l'auto, il faut qu'elle arrête. Puis c'est vrai que sur les espaces de stationnement, c'est vrai sur les pistes cyclables qui empiètent sa voie, mais c'est aussi vrai sur la taxe carbone, c'est aussi vrai sur le fait de nous empêcher d'avoir des chars au gaz. Il y a une guerre à l'auto partout pour nous contraindre. Tu sais, pourquoi qu'on nous dit, là, 2035, tu es obligé d'avoir un char électrique. Okay? Ben, ils l'ont cancellé, là? Là, ils ont dit 90 %. Ils ont passé de 100 à 90 %. Mais attends, 90 % quand tu n'as pas 20 % du monde qui veulent ça, ça pose il y a un petit écart. Là. Puis le PQ, là, qui est en avance d'un sondage présentement, là, eux autres, c'est 2030 qui veulent éliminer les chars à gaz. Là. Fait que 2030, c'est demain. Là. 5 ans dans l'industrie de l'automobile, c'est rien. Là. Oui, mais en même temps, la technologie n'est peut-être pas rendue là. Il y a ce que tu veux, puis on a-tu vraiment les moyens de ce qu'on veut? Bien, un char électrique, la moyenne du prix, c'est 82 000 $.
T'en connais-tu bien du monde que s'ils ont 82 000 $, à mettre pour un char? Pas de ce temps-ci. Bon, fait que, ils ont de la misère à payer l'épicerie. Ils ont de la misère à payer le loyer. Je veux dire, à un moment donné, c'est bien beau l'idéologie, mais il faut écouter le monde. Le monde est à la gorge comme ça, là. Moi, c'est ça qui me fait capoter présentement. C'est de voir, quand j'arrive au Parlement à Québec, puis quand je parle à la classe politique, comment ils sont sur une planète. Puis quand j'arrive dans une activité bien ordinaire, là, en fin de semaine, j'étais allé au Canneberge. J'étais allé récolter Canneberge dans le coin de Villeroy. Ça, c'est où? C'est sur le bord de la 20, là, dans le centre du Québec. Oui, oui. Et c'est la capitale mondiale de la canneberge. Là. C'est le deuxième plus gros producteur de canneberge au monde. Hein. Au Québec, on ne sait pas ça, là, mais c'est une industrie qui est très importante dans le centre du Québec. J'étais avec les gars dans le champ. Là. Eux autres, c'est de ça qu'ils me parlent. Là. Ils me parlent que là, il faut qu'ils achètent un nouveau char, puis là, ils regardent les prix, puis ils me parlent de l'épicerie qui n'arrête pas de monter, puis ils me parlent de leur hypothèque qui est en train de monter, puis les taux d'intérêt de nos agriculteurs. À chaque fois, les taux d'intérêt, là, tu sais, ils ont pris des taux il y a 5 ans, 6 ans, là, ils arrivent à échéance. Là. Comment c'est la différence? C'est de ça dont ils me parlent. Les gars sont pris à la gorge. Puis tu arrives au Parlement, puis c'est « Oh mon Dieu, c'est épouvantable. Ils veulent couper 100 fonctionnaires au ministère de l'Environnement. C'est l'enfer. » C'est comme, vous vivez sur quelle planète? C'est dur de combler cet écart-là puis de faire en sorte que le message se rende. Puis moi, je me définis un peu comme un gars que j'ai poussé mon rôle. En tout cas, je suis un de ceux qui fait ça au Québec. Là. En tout cas, clairement, on sent que tu es en mission. Oui, je suis dans une mission. Je pensais pas qu'on allait partir là-dessus, mais ça a parti vite. Là. Je pensais pas que j'arriverais 1h30 plus tard que du moment où je suis parti de Laval non plus. Ben, c'est sûr que ça oriente un peu. Ça craque un peu. Oui, un petit peu de frustration. Hein. Mais on a l'impression qu'on parle beaucoup de problèmes, mais les solutions, on n'a pas l'impression que ça arrive souvent. Hein. C'est toujours de quoi qui est récurrent, qu'on repousse en avant, on travaille là-dessus, on crée des comités. Mais sur le terrain... Il y a une raison pourquoi. C'est parce que les politiciens n'ont pas la solution à tout. Il faut arrêter de penser que le gouvernement est capable de décider à notre place. La meilleure personne pour juger ce qui est bon pour toi et ta famille, c'est toi-même. Moi, c'est ma philosophie dans la vie, puis je pense que c'est la philosophie de bien du monde qui nous écoute. Il y a des affaires que le gouvernement fait aujourd'hui que c'est pas de ses affaires. Et décider quelle sorte de char tu t'achètes, c'est pas de ses affaires. Je veux dire, c'est ton argent, tu as travaillé pour. Pourquoi ils veulent faire ça, là-bas? Ben, pour bien paraître, pour dire qu'on va être les premiers, on va être les leaders du monde au niveau de l'électrification. Écoute, on a perdu 450 millions avec Lyon Électrique parce qu'on voulait être le premier endroit au monde où 100% du transport scolaire serait électrique. On a investi 450 millions dans un canard boiteux. On a tout perdu. Puis aujourd'hui, on a des gros problèmes de transport. Ils viennent de l'ouvrir, là, je pense. Là, ils repartent, là. Là, ils ont recommencé, là, mais ce qui est arrivé, c'est que d'abord, les autobus, il y a eu des problèmes. Là. Tu sais qu'il y en a qui ont passé au feu. Le prix, c'est 3 fois plus cher. C'est 400 quelques mille piastres au lieu de 100 quelques mille là, pour un autobus. L'autonomie, c'est bien beau, le centre-ville de Montréal, mais dans les régions, là, quand dans le fond de Bellechasse, là, une run d'autobus, là, ça peut être 200 km. Là. Ils ont une autonomie de 80-100 km, ces autobus-là. Là. Après ça, tu as toutes sortes d'enjeux qui ont fait que ça a pas marché, ça a foiré. Mais tu sais, je suis pas contre l'électrification. Il va falloir y arriver un jour, puis effectivement, on va évoluer vers ça. Mais les politiciens veulent toujours bien paraître. C'est ça je pense que c'est un dénominateur assez commun, là. Puis bien paraître, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils veulent couper des rubans, puis ils veulent dire on va être les leaders du monde dans quelque chose. On va être les leaders du monde ici de pas loin. On va partir une usine de batterie avec Nordvolt. Hey, on va battre les Chinois sur les batteries d'un char électrique. Ça nous a coûté 700 millions. C'est rien passé là. Quand tu vois ça, as-tu l'impression que t'es-tu le genre de gars qui va emmener du sang neuf dans la politique? C'est-tu vraiment ça? Tu penses-tu que tu peux faire une différence? Moi, là, j'ai toujours, toute ma vie, là, dans le fond, le dénominateur commun, c'est que j'ai toujours voulu améliorer les choses. Je pense qu'on est tous, comme être humain, on a ça à la base. Là, on veut tout améliorer notre sort puis le sort du monde autour de nous autres. Et je l'ai fait pendant un bout de temps en politique, en arrière des rideaux. Moi, j'ai commencé comme conseiller politique. Là, j'ai conseillé différents chefs de parti. Après ça, j'étais allé dans les médias. Je pensais que me faire aller à la gueule à la radio, là, ça faisait plus avancer mes idées. Puis c'est un accident, là, moi, que je me suis ramassé chef d'un parti. Là. C'était pas planifié, ça faisait pas partie de mon plan de carrière. C'est pas ça que tu voulais. Non. Puis je pensais jamais de faire de politique. Même quand j'ai rencontré mon chum, il y a 12 ans, il m'avait dit, toi, tu vas finir en politique. Je me disais, t'es-tu malade, toi? J'en ai déjà fait comme conseiller de la politique dans le passé, mais jamais. Puis il m'avait dit, moi, ça m'intéresse pas d'être avec un politicien. J'ai dit, non, inquiète-toi pas, t'es avec le bon gars, il n'y a pas de problème. Ton chum, il fait quoi? Il est designer. Okay. C'est un designer. C'est un des rares, un des derniers qui reste au Québec, là, qui fabrique encore 100% de sa production au Québec, puis qui a pignon sur rue.
Fait que mon chum, quand je l'ai rencontré, il m'avait dit ça. Puis moi, j'étais dans ma tête, j'étais sincère quand j'ai dit ça. Puis c'est arrivé, tu sais, j'étais à la radio, il y avait une crise, j'étais pas d'accord avec la façon dont le gouvernement gérait ça. On était très peu à le dire ouvertement. Puis là, j'étais plus à l'aise dans les médias traditionnels pour toutes sortes de raisons internes, parce que c'était difficile, parce que rappelle-toi qu'il n'y avait plus personne qui faisait de pub, puis que c'était le gouvernement qui nous payait nos salaires avec des subventions. Là. Moi, ça faisait pas partie de ma philosophie non plus. Et là, j'ai décidé de quitter les médias traditionnels. Puis là, tu vas rire, mais ce que je voulais faire quand j'ai quitté la radio il y a quelques années, je voulais faire comme qu'est-ce que tu fais là. J'avais même loué un local, tout. Je voulais partir mes podcasts. Je me suis dit, je vais faire des podcasts. Tu sais, dans les médias traditionnels, au début, j'utilisais les réseaux sociaux pour faire la promotion de mes shows. Puis à la fin, j'étais rendu que je faisais le contraire. Je parlais de mes réseaux sociaux, ces réseaux traditionnels, parce que j'avais plus d'auditoire avec mes réseaux sociaux. Fait que je m'étais dit, même si je fais pas beaucoup de revenus au début, je vais investir là-dedans, puis je vais m'en aller quelque part avec ça. Tu te sentais occupé, écouté, puis tu avais une liberté que tu n'avais plus à la radio traditionnelle. C'est ça, que j'avais plus dans les médias traditionnels. Fait que je sentais que je rejoignais une génération plus jeune aussi. Parce que je le voyais, là, que mes auditeurs, à tous les ans, ils vieillissaient. Là, je n'avais plus des nouveaux. Là. Fait que je me disais, ce modèle-là ne marchera pas longtemps. Là. Et fait que je voulais faire ça. Puis là, est arrivée la crise sanitaire. Là, Adrien Pouliot, qui était chef du Parti conservateur à l'époque, c'était un parti qui était à 1 %. Là. C'était pas, il y avait 300-400 membres, c'était tout petit. Il m'a dit, hey, je vais démissionner, puis ils ont une réunion, puis on a parlé de ça, puis celui qui va prendre la relève, c'est toi. J'ai dit, OK, ben, je suis allé dîner avec. Le soir, j'arrive chez nous à la maison, je dis ça à mon chum, il me dit, t'es-tu malade? Là, fait que là, j'ai appelé Adrien, j'ai dit, oublie ça, là, mon chum veut rien savoir. Ton chum, en plus, le Parti conservateur, qui est plus à droite, tu sais, le mouvement LGBTQ, qui est plus à gauche. Mon chum, c'est un homme d'affaires. Là. Lui, il avait compris la business longtemps, il s'est compté là, les affaires d'LGBT, etc. Fait qu'il n'embarque pas là-dedans. Non, il était pas... Ça, c'est une autre affaire. Les gens pensent que parce qu'on est gay, c'est pas une idéologie, l'orientation sexuelle. Hein. Mais pourquoi qu'on dirait qu'ils poussent pour emmener ça là? Ben, c'est ça. C'est comme les femmes, c'est le mouvement féministe. On pense toujours que c'est très à gauche. C'est comme les Autochtones, les communautés culturelles, c'est toutes des mythes, là. Je veux dire, chaque individu est libre de penser ce qu'il veut. C'est pas en fonction de ta profession ou de ton sexe ou de ton orientation sexuelle que tu as nécessairement une idéologie qui va avec, là. À la base, l'orientation sexuelle, là, c'est une préférence sexuelle. C'est pas la préférence idéologique. Fait qu'il y a des gens à droite, puis il y a des gens à gauche, puis il y a des gens souverainistes, puis il y a des fédéralistes, puis il y a de tout, là. As-tu l'impression qu'on essaie de s'approprier ça à des fins politiques, pour se faire du capital politique? Bien, c'est sûr. C'est des lobbies, tu sais. Qui parle au nom des LGBT? Juste le mot, là. Comment c'est qu'ils ont sorti un mot de même? Ça, il faudra que m'expliquer ça un jour. Au niveau marketing, c'est pas très bon, mais tout le monde n'est pas de le dire. Ça coûte plein de lettres. Puis à tous les ans, il y a des lettres de plus. Mais comment c'est que c'est des personnes qui pensent toutes pareilles, qui parlent au nom de ces gens-là, puis les gens comme moi ne parlent jamais au nom de ces gens-là? Et pourtant, je représente bien du monde. Moi, je me promène dans les régions. C'est sûr que sur le plateau, peut-être moins. Là, dans le village, là, un peu moins. Mais tu arrives dans les régions, il y en a partout des gays au Québec. Là, tout le monde, on est en 2025. Là, tout le monde trouve ça est ouvert, puis tout le monde est bien tolérant. C'est normalisé. Là, ben oui, puis on est un des peuples les plus tolérants au monde par rapport à ça. Là. Puis ça n'a pas rapport avec ton milieu social ou ta région. Là. Et donc, il y en a partout, mais dans les régions, là, ils sont pas là-dedans. Là, ils se promènent pas, ils font pas de parade avec un drapeau arc-en-ciel, ce monde-là. Là. Non, ils font partie intégrante de la population, de la communauté locale. Puis au lieu d'être une fille, c'est un gars avec qui ils dorment le soir, puis ça finit là. Puis c'est André, puis ils se connaissent tous. Ben oui. Fait que ça n'a pas... Tu sais, il n'y a pas de revendications politiques qui viennent avec ça. Là. Tout ce qu'ils veulent, c'est d'être acceptés, puis tolérés, puis de faire partie de la communauté. Puis c'est exactement ce qui se passe dans toutes les communautés du Québec. Mais toi, la communauté LGBTQ, est-ce que tu supportes? Ben, ou parce que tu es à droite, ils vont pas là? Le lobby, non, pas du tout. Ils passent le temps à me critiquer. Mais je serais curieux, c'est une bonne question que tu poses là, parce que je serais curieux de savoir, on ne l'a jamais fait, de sonder c'est quoi le pourcentage de gays et de lesbiennes qui votent conservateur. Parce que je pense qu'on serait bien, bien surpris. Moi, à tous les rassemblements, il y en a plein, même des transgenres. Dans le parti, j'ai des militantes transgenres. Tu sais, je veux dire, c'est pas une idéologie non plus, là, la dysphorie de genre. Là. Donc, je serais bien, bien curieux de voir c'est quoi le ratio de gens qui votent pour nous. Puis, tu sais comment ça a commencé, ça? Moi, j'ai écrit un livre, c'était bien avant. À l'époque, j'étais dans les médias. Puis mon dernier livre, j'ai écrit 4 livres. Puis le 4e, c'était sur l'homosexualité. C'est la fin de l'homosexualité, le dernier gay. Puisque je disais qu'au Québec, c'était fini de revendiquer les droits des gays. Là. On est accepté. Qu'on continue encore, d'ailleurs, de faire. On est accepté, là, puis ça finit là. Je veux dire, c'est pas... On est la société la plus tolérante au monde, puis on devrait célébrer ça plutôt que demander plus d'affaires. Là. Je vois pas que... C'est pas... on est rendu dans... Puis les affaires de trans, puis les affaires de
QXYZ 2+, là, c'est pas des gays. Là. Si on parle de d'autres choses, là, puis on a tout mélangé ça pour essayer de justifier des lobbies. Là. Puis fait que j'ai écrit un livre là-dessus. Puis quand j'ai fait ma tournée, tu sais, j'étais allé dans les salons du livre, tu sais ce que c'est, là. Ouais. Et là, le monde venait me voir, puis il me parlait des histoires, là, je capotais. Là, puis là, moi, je suis pas psychologue, puis je suis pas thérapeute, là. Je suis pas... Il se confiait, là. Ben oui, puis là, il venait de me poser des questions, puis il voulait avoir des conseils là-dessus. Moi, je connais rien là-dedans, là. Je veux dire, c'est pas... Moi, je connais les politiques publiques, puis l'économie. Tu sais, j'ai étudié en sciences politiques, en économie, puis en administration publique. Là, je n'ai pas étudié sur ces affaires-là. Puis des fois, c'était des... Écoute, des histoires là, à dresser les cheveux de sa tête, puis je savais pas quoi lui répondre. Fait que j'ai fait juste 2-3 salons du livre. J'ai dit à l'éditeur, là, je vais arrêter ça ne marche pas, mon affaire. Donc, c'était polarisant, là. Ben, non, mais c'était pas... Mettons, il y a une mère qui arrivait en pleurant puis qui me disait « Ma fille a 12 ans, elle n'a pas de chum, elle n'a jamais parlé de gars, je pense qu'elle est lesbienne. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » Qu'est-ce que tu veux que je dise? Là, un autre qui arrive qui dit « Mon frère, il a 63 ans, il n'a jamais été marié, je le sais qu'il est gay, mais on n'en a jamais parlé. Puis j'aimerais écris-moi quelque chose dans ton livre dédicace, je vais y offrir ton livre pour qu'on puisse ouvrir le dialogue, la discussion, que ça, j'y écrive. » Peut-être qu'il l'est pas, là. Tu sais, un joueur de hockey qui aime voir Eric, moi, tu sais, j'ai moi de mes chums, quand on revient là, de la game de hockey, tu sais, on va se masturber ensemble, mais on est-tu gay, on est-tu straight, on est tous les deux mariés. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Moi, j'ai aucune idée qu'est-ce que c'est. Toi, tu pensais pas d'ouvrir une boîte de pardon comme ça. Moi, je voulais parler de la politique puis du lobby, je voulais pas parler des problèmes, mais il y a des gens, tu sais, qui ont des réalités différentes. Puis là, ils voyaient quelqu'un qu'ils connaissent puis qui ont comme un contact. Parce que je veux pas, quand tu as une personnalité, tu sais c'est quoi, là, le monde vient nous voir puis nous parle, par exemple, s'ils nous connaissent depuis 20 ans, puis en fait, ils nous connaissent depuis 20 ans, mais nous autres, on les connaît un peu moins, là. On les connaît collectivement. Fait que là, ils viennent se confier, puis ils viennent te poser des questions, puis ils veulent avoir des conseils, mais j'étais pas formé. J'ai même consulté un peu, parce que je voulais savoir, tu sais, des spécialistes, là, des thérapeutes, des gens tu sais, qu'est-ce qu'il faut que je réponde dans des cas comme ça. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ben, c'est sûr que faut que je leur dise que je suis pas, tu sais, que je les invite justement à consulter. T'es pas thérapeute. Dépendamment de qu'est-ce que c'est, là. Mais souvent, tu sais, justement, de les référer à quelqu'un d'autre ou, tu sais, de toujours y aller, de beaucoup les écouter. C'était beaucoup de leur poser des questions sur ils ont besoin souvent, des fois, ils demandent conseil, mais en fait, ils ont besoin d'être entendus. Ils ont besoin de ventiler leur réalité, là. Pendant COVID aussi, j'ai vécu ça un peu. C'était bizarre parce que j'avais fait de la politique toute ma vie, mais pendant COVID, c'était pas de la politique. Tous les rassemblements que je faisais, il y avait du monde qui pleurait, puis qui venait me voir, puis qui me pleurait dans les bras. Et, à cause de la situation? Il y a du monde qui ont souffert, Hugo, là. Il y a du monde qui s'en sont pas encore remis. Il y a eu des traumatismes. Là. On sous-estime, on parle jamais de ça. C'est devenu comme un sujet tabou au Québec aujourd'hui. Là. Mais il y a des gens qui ont énormément souffert de ce qui s'est passé pendant 2-3 ans, qui ont manqué de socialisation, qui ont été isolés, qui ont été exclus, qui ont été rejetés. Il y a des gens pour qui ça a été très, très, très difficile, cette période-là. Puis surtout, moi, tu sais, j'étais un des rares qui osait sortir, parce que tu sais, à l'époque, tout le monde avait des masques, puis tout le monde restait chez eux. Là. Moi, je faisais des rassemblements, puis on respectait la loi, mais tu sais, on étirait l'élastique, là, puis j'essayais d'avoir le plus de monde possible, puis on voulait... Puis les gens venaient, puis souvent, là, c'était très difficile. Puis ça aussi, là, il y a des psys qui m'ont aidé pour quoi dire à ces gens-là, puis comment les conseiller un peu, là. As-tu l'impression que d'étirer l'élastique dans cette période-là a contribué à te stigmatiser auprès d'une certaine partie de la population? C'est sûr. C'est sûr que, tu sais, quand tu fais de la politique, là, tu peux pas faire plaisir à tout le monde. Moi, j'ai pas fait ça dans un calcul électoral d'aucune espèce de façon. J'ai pas regardé les sondages avant de décider où est-ce que je m'en allais puis qu'est-ce que je pensais. Je l'ai fait parce que, avant même de savoir que je m'en allais en politique, j'ai commencé à exprimer ce que je pensais. Puis c'est très cohérent avec tout ce que j'ai fait toute ma vie. Moi, j'ai toujours défendu les libertés individuelles, la démocratie puis les droits civiques de tout le monde. Et quand ça a été violé, bien, je l'ai dit. Puis j'ai dit que je trouvais que c'était un dangereux précédent qu'on était en train de créer. Puis c'est sûr que même encore aujourd'hui, j'ai des séquelles de ça. Il y a beaucoup de gens, particulièrement les personnes âgées, on va se le dire, là, qui ont eu très peur pour des raisons évidentes, parce que c'était le groupe qui était le plus à risque. C'est sûr que ces gens-là, c'est beaucoup plus difficile pour nous autres. Mais en même temps, je pense que le temps a donné raison à beaucoup de gens qui disaient, il faut faire attention, il faut garder... S'il arrivait encore un événement comme celui-là aujourd'hui, je pense que les gouvernements seraient beaucoup plus prudents avant d'enfermer le monde. Ils l'ont déjà vécu.
Toi, as-tu des séquelles de cette période-là? Bien, c'est quoi? Moi, de faire de la politique, puis de rencontrer du monde, puis lui parler, je faisais des lives du mardi soir à l'époque. Je faisais tous les mardis soirs, là, je faisais un live. Écoute, ça a atteint des chiffres assez spectaculaires en termes d'écoute, là. Pour moi, ça a été comme ma thérapie. C'est parce qu'au début, je pensais que j'étais tout seul à être contre ça. Puis j'ai commencé à en parler sur les réseaux sociaux, puis je voyais que j'étais pas tout seul. Puis là, je dis, mais ça serait le fun qu'on mette des visages puis des noms à ce monde-là. Fait que j'ai commencé à faire des lives. On est à l'époque où la technologie permet ça, de faire ça dans notre sol. Puis c'est ce que j'ai fait. Puis c'est comme ça que, je me suis ramassé à la tête d'un parti qui avait 400 membres, puis on s'est ramassé 63 000. Je suis le parti qui a le plus de membres au Québec. Puis on est parti de quelques votes à 530 000. Puis c'est pas... Puis même si la crise est finie, ce qui nous a unis, nous unit encore. C'est-à-dire que, de défendre les droits individuels, que je viens de te parler, par exemple, du fait d'acheter un char électrique ou de choisir ton char à gaz si tu as fait ton affaire, bien, ça va dans la même dynamique. Là. C'est que le gouvernement ne nous imposera pas des choses. Il peut nous renseigner, il peut nous guider, mais il n'y a pas à décider pour nous. Et fait que la question des libertés individuelles, je pense qu'elle est au cœur de mon engagement politique, puis elle est encore plus pertinente que jamais dans plein d'autres domaines. Là. Durant cette période-là, là, nos libertés individuelles, crois-tu qu'ils ont été brimées? Bien, beaucoup, comme jamais dans l'histoire du Québec. Là. Puis ce qui me faisait peur, puis ce qui me fait encore peur, la crise est finie, mais le faux pli est pris. Et c'est ça que moi qui me fait peur. Moi, j'aime pas les gros gouvernements qui décident tout pour les... Moi, j'aime les individus libres. Et ce qui me fait peur, c'est qu'on a pris un faux pli à ce moment-là. Puis là, aujourd'hui, on est des gouvernements qui essaient de plus en plus de contrôler les gens. Puis moi, je déteste ça. Moi, je veux que les gens soient le plus libres possible. Je pense qu'il faut décentraliser, il faut ramener le pouvoir le plus proche du citoyen. Puis c'est le père et la mère de famille qui décident au Québec. Là. C'est pas un politicien à Québec qui va nous imposer ses dictats. Là. Je pense que c'est pour ça que, moi, j'aimerais ça qu'en santé, les gens aient le choix entre aller au public ou au privé. Quand tu vas acheter ta bouteille de vin, j'aimerais ça que, oui, tu peux aller à SAQ, mais tu peux aller ailleurs. Quand tu vas... tous les choix de base qu'on fait, ça vous appartient à vous. Ça appartient pas au gouvernement. Puis présentement, je trouve qu'on perd beaucoup de ces droits-là. Puis la technologie, c'est une pente glissante par rapport à ça. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui de savoir quelle transaction tu as faite financièrement avec ta carte de crédit aujourd'hui. Avec ton char, c'est beaucoup plus facile de te suivre, savoir où tu as été. C'est beaucoup plus... la technologie peut être utilisée contre nos libertés pour que quelqu'un, au niveau central, puisse nous contrôler. Et ça, moi, ça me fait très peur. On le voit au fédéral, qu'est-ce qui se passe avec les propositions de loi. J'ai hâte de voir d'ailleurs qu'est-ce qui va se passer. Mais pour Attends, je veux juste finir là-dessus. C'est un paradoxe, ça. Parce que c'est le fun de soulever ça. La technologie, là, elle permet plus de liberté. Elle nous permet de nous jaser aujourd'hui. Parce que, tu sais, il y a 20 ans, là, ça n'aurait pas été possible. Là. Il aurait fallu être dans une station, puis il n'aurait pas accepté que tout le monde jase une heure, ça n'aurait pas été payant. Là. Fait que mais la technologie fait qu'aujourd'hui, ça coûte pas cher à faire, puis il y a bien du monde qui est intéressé, puis qui sont plus dans les médias traditionnels, fait qu'ils nous écoutent. Fait que la technologie a permis une liberté, puis une diversité, mais en même temps, elle représente une menace parce que le pouvoir peut plus contrôler puis peut plus interdire, comme les projets de loi qui sont discutés présentement à Ottawa. Est-ce que sont en train de mettre... Le extrapole, puis je réfléchis tout haut. Oui. On n'est pas à un air où ce que tout d'un coup, cette fameuse liberté-là leur ont ouvert les yeux sur une capacité maximisée de pouvoir contrôler encore plus les gens qu'ils le faisaient auparavant? Souvent, les politiciens ne le font pas nécessairement pour des mauvaises raisons. Là. Ils s'en rendent souvent même pas compte. Mais ils arrivent là, puis ils sont entourés de gens qui leur disent hey, on pourrait réglementer ça. Il y a eu quelqu'un qui est mort d'une telle façon, fait qu'il faudrait empêcher le monde de faire ça. Au lieu de les responsabiliser. C'est toujours plus facile de dire on va interdire au monde ou on va les obliger que de dire on va les responsabiliser, on va les informer. Fait que la solution facile pour bien paraître politiquement, pour avoir des dividendes, donc des votes, c'est de dire on va les contrôler. Et c'est ça qui, moi, me fait capoter. Là. Parce que c'est pas ça la solution. Là. La solution, c'est de laisser le monde, d'informer le monde, puis de laisser le monde ultimement décider. Oui, mais en même temps, il y a beaucoup de monde qui sont contents parce que s'ils s'occupent de toi, tu n'as pas besoin de le faire. Puis là, l'État s'occupe de toi. À quelque part, ça fait l'affaire de quelques-uns. Oui. Mais ça, c'est très dangereux quand on pense de même. Le jour où tu penses que l'État est mieux placé que toi pour décider pour toi-même, t'es foutu. Parce qu'on a comme l'impression que lorsque c'est gratuit,
personne ne paye. C'est pas vrai, c'est la collectivité qui paye. Puis tu payes souvent beaucoup plus cher que si c'était pas gratuit. Il y a plein d'exemples, là, mais c'est flagrant. Il n'y a pas personne, il n'y a pas une entreprise privée qui aurait payé 1,1 milliard pour un site web transactionnel comme ça clique. Il n'y a aucune entreprise qui aurait fait ça. Puis si elle avait fait ça, elle aurait fait faillite. C'est le gars qui aurait fait ça, il aurait payé pour. Ça aurait sûrement arrêté avant, probablement. Bien avant. Fait que, tu sais, c'est ça qui arrive. Là. On est dans un système où tout coûte plus cher. Tu sais, même les routes, là, mettons que ça coûte 200 millions, quelque chose, puis on en paye 500. Qui va être imputable? Qui va le savoir? Tu sais, c'est des monopoles, c'est le gouvernement qui décide. On a perdu, puis on le levait à la commission Charbonneau, il y en a une autre époque, là. On a... quand c'est le gouvernement qui décide, puis c'est vrai dans tout, regarde, prenez juste, là, moi j'ai la chance de déplucher ça, je sais que c'est plate à lire, là, mais tu lis des fois des rapports puis les contrats du gouvernement, puis c'est des affaires, quand c'est très détaillé, tu le vois combien ça coûte, là. Puis tu compares à, attends une minute, là, ils ont fait un abribus, puis ça a coûté X centaines de milliers de dollars. Tu sais, la mairesse de Longueuil qui disait que ça coûte 1 million, un feu de circulation, un coin de rue, là. Ben, je te le confirme, parce qu'ici, tu veux en faire un, et le coût est 1 million. Oui, mais Hugo, pense-y, là. Une entreprise privée pourrait mettre des lumières sur son terrain. D'après moi, ça ne coûterait pas 1 million. Ça ne coûterait pas une fraction de ça. Tu sais, le gouvernement, là, tout ce qui est gouvernemental, là, on a l'impression que ça coûte toujours 3, 4, 5, 10 fois plus cher. Puis c'est pas juste une impression, c'est souvent la réalité, là. Et ça, c'est pour ça que le Québec est en train de s'appauvrir. Puis au Québec, on fait plus confiance au gouvernement qu'ailleurs sur le continent. Puis moi, je pense que ça explique pourquoi on est en train de prendre du retard, pourquoi qu'économiquement, on en arrache un peu plus. Tu sais, tu dis que tu veux redonner le pouvoir à la population. Au monde, oui. Mais est-ce que les gens ont les capacités et les connaissances pour pouvoir prendre des décisions éclairées dans tous ces domaines-là? Les Québécois n'ont jamais été aussi prêts puis été aussi éclairés qu'ils sont aujourd'hui, puis pourtant, ils n'ont jamais été aussi contrôlés. On a une population qui est beaucoup plus scolarisée, beaucoup plus qui a un taux de littératie beaucoup plus élevé, qui est beaucoup plus sur les réseaux sociaux, la technologie, qui a accès à plus d'informations que jamais. Les Québécois sont prêts, qui n'ont jamais été aussi bilingues. Je pense qu'on est beaucoup plus ouverts qu'on ne l'a jamais été. Et pourtant, le gouvernement essaie de nous contrôler comme jamais. Fait que moi, je crois pas ça que... Premièrement, est-ce que le gouvernement, c'est un génie altruiste? C'est un génie qui veut ton bien? La question de base qu'il faut que tu te poses, là, c'est toujours celle-là. Puis si tu dis non, parce que j'espère que tout le monde dit non, là, ben là, c'est quoi son intérêt à ce moment-là par rapport au tien? C'est pas toujours... Puis ça concorde pas tout le temps. Puis c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Puis ça, c'est ma job, c'est la job de ceux et celles qui pensent comme moi, là, de dire ça au monde. Là. Mais là, tu me mentionnes les Québécois n'ont jamais été aussi près, mais en même temps, ça te prend 1h30 t'en venir de Laval jusqu'à ici, puis tout le monde pense que c'est correct. Personne ne se plaint, il n'y a rien qui change. Puis là, je ne veux pas faire du Montréal-Québec, là, parce que, mais pour avoir animé à radio à Québec pendant 10 ans, il y a quelque chose qui ne marche pas à Montréal. C'est pas normal qu'il y ait personne qui se lève pour dire là, c'est assez. Si on est en pleine élection municipale, là, ça devrait être le temps. Là. S'il y a un moment où il y a quelqu'un qui devrait mettre son poing sur la table et dire là, s'il y a toujours bien des maudites limites, là, c'est présentement. Là. Puis pourtant, ça n'arrivera pas, puis ça n'arrive pas. Puis je vais comparer à Québec, là, pour ceux et celles qui ne connaissent pas la région de Québec. Là, moi, j'animais à la radio. Les radios à Québec ont beaucoup plus d'influence qu'à Montréal. Puis là, il y a toutes sortes de raisons sociologiques. C'est sûr que c'est une ville plus petite. C'est une ville où c'est plus tricoté serré. C'est plus des Québécois francophones de souche. C'est une radio différente aussi. C'est une radio qui est plus directe, disons-le comme ça. Là. Mais nous autres, dès qu'il arrive un problème, ben nous autres, on en parle à la radio. Là. Moi, je faisais 2 tribunes téléphoniques par jour. Fait que j'ouvrais les lignes, là, puis appelais le monde. Puis là, le monde me racontait n'importe quoi. Là. Et là, puis il y a des... Écoute, j'ai été longtemps le show numéro 1. Là, fait qu'il y en avait du monde qui écoutait. Là. Puis il se passait n'importe quoi. Là. Le pont de l'île d'Orléans à bloc, là, moi, j'en parlais. Puis là, le monde m'appelait. Mon enfant est un bar. Moi, je suis de l'autre bar. Je trouvais du monde les aider. Tu vois le genre de radio qu'on fait des fois. C'était vraiment une radio proche du monde. Là. Mais à Montréal, on dirait que c'est comme toutes des petites communautés, une par-dessus l'autre, mais qu'il n'y a plus personne qui se parle. Mais toi, tu penses qu'ils n'appellent pas la radio? Ben, c'est sûr qu'il y a du monde qui doivent appeler. Là. Mais comment c'est qu'il n'y a pas de tribune téléphonique comme ça puis qu'il n'y a pas de monde qui hurle? Parce que moi, là, je peux te dire que moi, j'en parlais. Mes concurrents des radios de l'autre bord, ils en parlaient parce qu'on se parlait même entre nous autres. Là. Puis on disait là, ça n'a pas de sens. Puis le maire, son téléphone, il sonnait. Puis les députés et les ministres, le téléphone sonnait. Puis on trouvait une solution. Là. Puis on les recevait en studio puis on les brassait. Là. Comment tu peux expliquer une différence entre Québec et Montréal de même? Ben, les deux sont québécois. Je pense que à Montréal, il faut se le dire, là, d'abord, le français n'est pas dominant dans le sens qu'il y a plusieurs langues, il y a plusieurs communautés, il y a plusieurs backgrounds différents. Le fait que c'est plus gros,
les gens se connaissent moins, c'est sûr. Là. Fait que je pense que la taille de la ville puis la diversité très grande font que c'est plus facile qu'il n'y a personne qui se scandalise ou que les gens qui se scandalisent sont tout seuls dans leur char et n'ont pas de pouvoir. C'est ça qui arrive à un moment donné, c'est que tu as l'impression que tu n'as pas le pouvoir de changer les choses. À Québec, je pense que les citoyens ont encore le sentiment qu'ils peuvent changer de quoi. Ici, je pense que les Montréalais, ils ont comme perdu l'illusion qu'ils peuvent faire quelque chose de positif. Tu as mentionné quelque chose tantôt qui a fait écho, là. Pour moi, tu as parlé d'écoute. Oui. Est-ce que c'est que les gens ont le sentiment qu'ils ne peuvent plus changer les choses ou qu'ils ont le sentiment qu'on les écoute plus? Mais je pense que ça va ensemble. C'est-à-dire, tu peux pas changer rien si personne t'écoute. Tu peux... Puis tu as raison, c'est ça la base, le problème. C'est qu'on a l'impression que c'est comme unidirectionnel. Tu sais, ce qui est le fun aujourd'hui avec les réseaux sociaux, là, c'est qu'on va savoir une heure après que ça soit en Londres qu'est-ce que le monde pense, puis qu'est-ce qu'il aime, puis qu'est-ce qu'il aime pas. Mais j'ai l'impression que la classe politique, eux autres, c'est pas de même, ça marche. C'est un sens unique, leur affaire. Puis il n'y a pas assez d'input qui rentre. Parce que c'est sûr et certain que, tu sais, on peut faire un sondage, on peut aller rencontrer du monde sur la rue. C'est sûr que ce que moi j'ai vécu, là, d'attendre 1h30 dans le char, tout le monde vit ça à tous les semaines ou à tous les mois ici, là. Puis je suis pas tout seul à avoir vécu ça, là. J'étais pas tout seul dans le trafic, là. Mais comment ça se fait que ça se rend pas nulle part? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de pression puis que ça change pas? Puis que non seulement ça change pas, mais j'ai l'impression que c'est de pire en pire. D'une année à l'autre, on a l'impression que les problèmes s'empilent. Il n'y a pas de... Il faut trouver... Puis la démocratie, à la base, c'est supposé être ça, hein? Tu sais, quand l'écoute, là, c'est aussi d'écouter la population, puis on le fait aux élections dans le sens où chaque vote compte. C'est une façon de t'exprimer, ça allait voter, là. Donc, on t'écoute une fois aux 4 ans. Bien, souvent, malheureusement, c'est comme ça. Ou ils t'écoutent entre les 4 ans parce qu'ils savent que le 4 ans s'en vient puis ils veulent être élus dans 4 ans. Là, tu sais, c'est un ou l'autre. Puis c'est correct, ça, en fait, d'avoir peur des sondages puis de vouloir avoir du feedback de ce que le monde pense. Là. Puis on a tout, ça aussi, au niveau technologique, on a tous les outils aujourd'hui. On est capable de faire des focus groups, on est capable de faire des sondages, on est capable en ligne instantanément de savoir ce que le monde pense sur un sujet. On n'avait pas ça avant, là. Non. Tu sais, avant, là, moi, je me souviens, là, quand j'animais à la radio, là, on disait, quand il y avait les sondages, ils appelaient ça les BBM dans le temps, là. Puis c'était comme, on était devant une foule, là, puis on faisait un spectacle, puis on savait pas combien il y avait de monde dans la salle. Puis une fois par année, il allumait la lumière, puis là, on voyait combien il y avait de monde en avant de nous autres. Mais aujourd'hui, là, tu le sais à la minute combien il y a de monde devant toi. Tu sais, fait qu'on a la chance de vivre à une époque où c'est beaucoup plus facile d'agir en fonction de la volonté de la population, puis pourtant, on le fait pas. On peut être plus réactionnel rapidement. Ben oui. Parce que tu as un feedback rapide, ce que tu n'avais pas avant. Mais non. Crois-tu que tu es en mesure d'emmener des solutions simples à des problèmes compliqués? Parce que ces problèmes-là, de la manière qu'on le voit, ça semble être compliqué. Puis quand je t'écoute parler, ça relativise beaucoup ça, là. Écoute, moi, mon objectif, là, c'est pas compliqué, là. Le Québec s'est bâti comment? Il s'est bâti avec du monde qui travaille fort. Des pères, des mères de famille, là, qui prennent le boîte à lunch le matin, puis qui reviennent le soir, puis qui élèvent leurs enfants comme du monde. Puis de génération en génération, là, on a bâti quelque chose d'extraordinaire au Québec. On est parti avec rien, là. Et il faut revenir à la base. Il faut que ces pères et ces mères de famille-là, là, on travaille pour leur laisser plus d'argent dans les poches, arrêter de leur prendre 50 % de leur salaire, arrêter de leur dire quoi faire, arrêter de leur obliger des monopoles publics, puis exploiter nos ressources, arrêter d'avoir peur, puisque là, on n'a pas parlé de l'environnement encore, mais ça, c'est une autre affaire que... On va y aller tantôt. Ça, c'est un autre problème. Mais, tu sais, il faut arrêter de faire peur aux gens, puis il faut les laisser vivre, puis il faut leur donner du pouvoir. Faut que les gens aient plus de pouvoir. Moi, mon obsession, c'est pas que moi, j'aie plus de pouvoir, c'est que les gens en aient plus. C'est ça, commence comment? En laissant plus d'argent dans ton portefeuille pour l'argent que tu gagnes, à la sueur de ton front, puis en ayant moins de barrières, moins de lois, moins de règlements pour t'empêcher de faire ce que tu as envie de faire. Tu sais, en même temps, Lucien Bouchard, il a fait un rapport qui disait que le Québécois travaillait moins fort, puis qu'il travaillait pas assez. Puis lucide. Donc, la chaîne a débarqué un petit peu, là. Mais c'est pas étranger à ce qu'on vient de dire. Plus tu vas taxer le monde, puis tu vas leur enlever de l'argent quand ils travaillent, puis qu'ils font de l'overtime, moins ils vont en faire. C'est mathématique. Plus tu vas dire aux gens que faut augmenter les retraites à partir d'un âge plus bas, bien, plus le monde va prendre leur retraite de bonne heure. On travaille quoi? 1 an de moins en moyenne que le reste du Canada, 2 ans de moins que les Américains. Mais c'est énorme, là. Quand tu calcules des millions de personnes, là, c'est millions d'années de travail perdus, là. Fait que, tu sais, on a alimenté un modèle au Québec, puis je pense que le modèle, il est rendu en fin de vie. Puis
il faut qu'on revienne à la base. Ce modèle-là, il a échoué. S'il était bon, ce modèle-là, il serait imité par les autres. Il n'y a personne qui imite notre modèle. Le système de santé, venez pas me dire que c'est un modèle puis tout le monde va exporter ça partout dans le monde. Il n'y a personne qui vient ici pour prendre le Québec en exemple. Là. Il n'y a pas un chat, il n'envoie pas des équipes là, d'Europe pour dire hey, on pourrait faire comme le Québec, c'est extraordinaire le système de santé. Pas personne qui peut faire ça. Es-tu en train de dire qu'on valorise la médiocrité? Jusqu'à un certain point? Non, mais on a valorisé un modèle qui favorisait certaines personnes. Puis ce modèle-là, bien, on le voit aujourd'hui, là, on a le pire déficit de notre histoire. Jamais le Québec a eu 14 milliards de déficit par année. Là. Jamais nos routes ont été dans un état aussi épouvantable. Jamais notre système de santé, la liste d'attente a été aussi longue. Puis là, etc. C'est ça, je préfère la liste de la journée. Là. Et, je veux dire, on est rendu à un point où ça ne fonctionne pas. Puis comment ça va changer? C'est pas compliqué. Là. Ce modèle-là, il s'est fait sur le dos des jeunes. Tu sais, parce que quand tu t'endettes, là, qu'est-ce que tu fais? Tu prends de l'impôt et des taxes puis tu le reportes à tes enfants plutôt que de payer toi-même. Puis pour la première fois au Québec, là, il y a une génération qui va vivre plus pauvre que ses parents. C'est la première fois. Depuis que nos ancêtres sont arrivés sur le sol d'Amérique, là, toutes les générations faisaient mieux. OK? Là, on a une génération qui va vivre plus pauvre. Les jeunes, là, une maison à 5, 6, 700 000 $, c'est pas vrai qu'ils vont s'en acheter. Là. Oublie ça. Là. Ils n'ont pas les moyens de faire ça. C'est pas qu'un salaire de 60 000 $, tu peux t'acheter une maison à 500 000 $. Là. Fait que on est en train d'appauvrir une génération, puis cette génération-là, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, elle se réveille. Comme par hasard, c'est elle qui vote conservateur. Puis là, le monde dit, mon Dieu, comment c'est que les jeunes sont réactionnaires? Ils sont pas réactionnaires pendant tout. Ils ont un 2 yeux en arrière des trous. Ils se disent, voyons donc, c'est quoi ce modèle-là? Je vais payer toute ma vie. Puis moi, je vais arriver, puis il me restera plus rien. On a fait un modèle qui les a désavantagés. Puis là, ces gens-là commencent à avoir un poids politique. C'est quand ils sont dans le ventre de leur mère, ils votent pas, puis c'est bien correct, tu peux pelleter toutes les dates que tu veux, puis ça apparaît pas aux élections. Mais quand ils sont rendus à 20, 25, 30, 35 ans, là, tu es obligé d'en tenir compte. Tu crois que revenir à la base va faire en sorte de faire retourner les choses? Bien, c'est ce qui se passe ailleurs dans le monde. Je veux dire, tu sais, on le voit, là, c'est un peu partout, même au Canada, même au Québec, on le voit qu'il y a un virage à droite qui est en train de se faire. Donc, la base, c'est la droite. Bien, c'est la droite, c'est-à-dire la droite, c'est liberté individuelle. On peut appeler ça comme on veut, là. Mais c'est le gros gouvernement qui décide tout, ça marche plus, là. Excuse-moi de t'interrompre, mais explique-moi, c'est quoi ta base? Puis qu'on voit vraiment, là, c'est pas la droite en tant que telle, c'est quoi les valeurs derrière ça? Fondamentalement, là, c'est de respecter l'individu. La base de ça, là, c'est de dire qu'il faut que la personne soit libre de faire ses choix, ses décisions, puis que le gouvernement, il soit là pour l'aider, pour l'accompagner, pas pour décider, pas pour... Il va y prendre la moitié ou le 3/4 de son salaire. Et c'est ça qui est la grosse différence. Est-ce que vous voulez un gros État qui vous taxe, qui vous impose, puis qui décide, mais qui vous offre des services en retour, souvent, malheureusement, de pas très bonne qualité, ou vous voulez avoir plus d'argent dans vos poches, puis être plus libre de décider pour vous-même. Pour moi, c'est ça, être gauche-droite. C'est sûr que, historiquement, il y a eu des divisions morales, puis il y a eu des divisions, mais tu sais, au Québec, on n'est pas là pantoute, là. Au Québec, c'est de savoir, on a mis en place, dans les années 60, ça fait pas 100 ans, là. Dans les années 60, au Québec, on a mis ce qu'on a appelé l'État-providence sur pied, là. Hein, c'est un gouvernement qui intervient beaucoup dans l'économie, puis c'est un gouvernement qui est très interventionniste, puis qui taxe beaucoup, évidemment. Puis tranquillement, notre fonction publique s'est mise à grossir. Ça a fonctionné un bout, par exemple. Ça a fonctionné un bout, jusqu'à temps que ceux à qui on pelletait la facture se ramassent avec la facture, puis ils se ramassent qu'ils ont moins ils en reçoivent moins que ce qu'ils donnent. Parce que ça a marché tant et aussi longtemps que ceux qui mettaient ça en place en profitaient plus que ce qu'ils payaient pour. Ouais. Mais là, on est rendu que la bascule est rendue de l'autre bord. Là. Les jeunes, ils se rendent compte que le système de santé, là, il coûte très, très cher. Ils vont payer très, très cher. Puis eux autres, quand ils vont en avoir besoin dans 30, 40, 50 ans, pas sûr qu'on va avoir les moyens de se le payer encore. Là. Fait que le modèle ne marche plus. Tu sais, tu me décris ta base, oui. Ça se ressemble beaucoup à ce qu'on retrouve avec le Parti conservateur au fédéral, avec Pierre Poilievre, oui. Mais il y a beaucoup plus de succès de son côté que vous n'avez au Québec, puis vous ne travaillez pas nécessairement vraiment ensemble. Mais d'abord, Pierre Poilievre, il y a beaucoup plus de succès au Canada qu'au Québec. Oui. Le Québec, historiquement, là, puis c'est peut-être... Puis là, je ne veux pas faire de sociologie à deux scènes, mais tu sais, on a un passé catholique très fort au Québec. Hein? L'Église a longtemps été très présente. Puis... On a d'ailleurs remplacé la religion par la politique. Mais on a remplacé l'Église catholique par l'État québécois. Puis c'est ça qui est arrivé, c'est qu'on a... Fait qu'il y a encore quelqu'un qui contrôle, qui dirige, puis qui, au lieu, c'est plus la dîme. Aujourd'hui, c'est la taxe, ça coûte pas mal plus cher, mais on a... C'était la dîme à l'époque. Oui, c'est ça.
Fait que on a... c'est un peu ce qui est arrivé. Puis au Canada anglais, il y a plus de diversité. C'était plus contesté, ce modèle-là. Fait que il y a ça que c'est vrai. La deuxième chose que je veux dire par rapport à Pierre Poilievre, c'est qu'il vient d'avoir une élection partielle dans le Tabasco où j'ai été candidat. C'est la première fois que Pierre Poilievre est sorti publiquement m'appuyer à quelques occasions. Il y a un des députés locaux même qui m'a appuyé pendant la campagne. Les relations se sont beaucoup améliorées avec les conservateurs fédéraux. Ça t'a-tu aidé ou nuit? À court terme, je ne le sais pas. À long terme, je suis convaincu que c'est très positif. Puis c'est toujours dur à évaluer ces affaires-là. Hein. C'est la personne, quand elle va voter, elle ne dit pas que c'est parce qu'il y en a un qui t'a appuyé ou qui t'a pas appuyé. Là. Mais la relation avec le Parti conservateur du Canada, pour moi, est importante dans le sens où il y a une cohérence idéologique. C'est comme, par exemple, il y a 2 semaines, Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta, était à Montréal. Je suis allé la rencontrer. Je suis allé après ça à son dîner le lendemain qu'elle a donné à la Chambre de commerce de Montréal. Et comment, dans la vraie vie? Bien, écoute, c'est une fille que je connais depuis que je suis étudiant. Parce que, je travaillais pour l'Institut Fraser. C'est un institut de recherche économique. J'avais fait un stage à Vancouver, puis elle aussi. Fait que je l'ai connue, j'étais dans la jeune vingtaine. Et puis toutes nos vies, on s'est suivis parce qu'elle a fait de la politique. Moi aussi, je l'ai faite. Elle a fait de la radio. Elle était une animatrice de radio en Alberta, elle, pendant que moi, j'étais un animateur de radio au Québec. On était éditorialistes toutes les deux dans des médias au Canada anglais. J'ai fait ça au National Post pendant un bout de temps. J'ai travaillé dans les médias de Sun News au Canada anglais aussi. Fait qu'on s'est toujours croisés. Puis là, nos vies se recroisent. On est rendus tous les deux chefs d'un parti conservateur de notre province respective. C'est quand même drôle là, comme cheminement. Hein? C'est très drôle. Puis c'est une fille que j'admire beaucoup, qui a du guts. On peut être d'accord ou pas avec ses idées. Là, la politique, c'est ça. Là. Mais on peut pas dire qu'elle n'est pas déterminée puis qu'elle change pas les choses dans son coin de pays. Elle a surtout plus de succès, parce qu'on va se le dire. Elle a beaucoup de succès chez elle. T'as pas choisi le cheval de bataille le plus facile ici. Là. Non, c'est ça. T'sais, pour un agriculteur, là, moi, je suis plus dans le sable, puis elle est plus dans la terre noire. On va dire ça de même pour planter des idées conservatrices. Comment tu fais à rester motivé pour continuer? Parce que la dernière défaite, je crois que ça a dû faire mal. Je l'ai quand même suivi. Ça a été très médiatisé. Tu suis quand même la politique pas mal, hein? Oui, ça m'intéresse. Je pense que c'est important. Qu'est-ce qui t'intéresse? Tu l'as mentionné tantôt. Je pense que comme citoyen, on a le droit de vote. Puis ce droit-là, c'est ça la démocratie, ça nous donne le droit de savoir qu'est-ce qui se passe puis où est-ce qu'on s'en va. Non-obstant le parti. Et tout ça, parce que ça reste, c'est nous autres qui payent. C'est nos impôts. Ben oui. Puis ils viennent chercher de l'argent dans nos poches. Fait que j'aime ça savoir où est-ce qu'elle s'en va, cet argent-là. Puis là, c'est clair que Arthabasca, c'est intéressant parce qu'il y avait une montée de ton mouvement. Tu t'es déplacé, tu t'en allais là-bas. Oui. Ça semblait aller pas mal bien. Puis à un moment donné, mais on a comme senti que le vent tournait de bord vers la fin. Là. On est passé de 24 à 35 %. On est quand même monté de 11 points. Hein. Pour nous autres, c'est une belle progression. Là. Mais on n'a effectivement pas gagné. C'est toujours des victoires morales. À un moment donné, tu as fait du sport, là, des fois, des victoires morales, c'est le fun, là, mais tu as hâte d'avoir des médailles. C'est le fun d'en avoir une, oui. C'est le fun d'en revenir avec un trophée. Là. Et puis là, écoute, le trophée, il faut que ça soit en octobre l'an prochain. Là. Et donc, ça a été difficile. Le soir de la défaite, j'ai trouvé ça tough parce que je pensais vraiment qu'on gagnait. Puis je me disais, tu sais, tu travailles tellement fort pendant plusieurs mois, puis j'ai beau repasser tous les scénarios dans ma tête, puis je me dis, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent pour avoir un résultat différent? Puis je réussis pas à le trouver. Puis c'est ça qui est dur à accepter. Là. Je me suis donné, là, t'as pas idée, Hugo, là, le matin, je commençais de bonne heure, j'étais dans un truck stop avec les gars à parler, à manger des œufs et du bacon. Toute la journée, je rencontrais des organismes. Le soir, l'après-midi, j'étais dans le porte-à-porte. Le soir, je faisais des assemblées de cuisine à 15-20 personnes dans tous les villages. J'ai gagné 14 des 16 villages. J'ai vraiment tout fait, là. Ce qu'il faut faire pendant des mois. Donc, c'est pas dans un village que ça s'est joué. Non, c'est à Victo. Puis c'est ça, c'est plus... Puis c'est ça qui est difficile parce que, comme je te l'ai dit tantôt, notre vote est plus jeune. Et quand ton vote est plus jeune, ce que ça donne, c'est qu'il est plus visible. Et fait que le vote visible, on l'a gagné. Fait que quand t'allais dans des activités, tu sais, j'allais voir un match de baseball, mais là, tout le monde votait pour nous autres, là. Fait que là, tu sais, le monde se mettait en ligne prendre des selfies avec moi, là. Ça allait bien, mon affaire, là. Fait que là, tu as l'impression que tu passes la gratte, là. Tu le vois pas qu'il y a une tour de personnes âgées qui sont 200 qui dorment à côté puis que les autres vont tous voter contre toi. Mais fait que c'est ça qui était dur, c'est que c'était pas visible. Puis que même les médias qui venaient, ils pensaient tous que je gagnais parce qu'ils voyaient le monde dans la rue puis ils voyaient bien qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et mais
C'est ça. Quand on est arrivé, qu'on a compté les votes, là, on a eu une méchante surprise. Là. Ouais, ça, c'est sûr que ça fait quand t'as l'impression, t'as un son de cloche, puis au final, ça n'allait pas dans le sens que tu pensais. Tu sais, quand tu pourrais reprendre une analogie de toi, là, quand tu as un juge, tu penses de gagner, puis que lui, il décide que c'est l'autre, puis tu comprends pas pourquoi, puis tu as l'impression tout le long que ça allait super bien, c'est plus dur à absorber. Là. C'est pour ça qu'on aimait ça, la performance. C'est le plus fort qui gagne. C'est pas basé sur le jugement. C'est pas basé sur un juge, mais il y a des sports où c'est le juge. Là. Oui. Mais as-tu l'impression qu'à quelque part, tu fais peur avec ton parti? Parce que ça m'a donné un peu l'impression, de l'extérieur là-bas, qu'à un moment donné, ils ont senti qu'il y avait un momentum. Parce que c'est la manière aussi que c'est couvert par les médias. Puis que tout d'un coup, on a vraiment travaillé fort. Parce que tu es quand même chef de ton parti. Ils se sont tous regroupés, hein? C'est ça qui est arrivé, tu as raison. La peur, mais probablement, tous ceux qui proposent du changement font peur. Ça, c'est vrai dans tous les partis, toutes les politiques, toutes les idées. Ceux qui défendent le statu quo, ils font toujours moins peur que ceux qui proposent du changement. C'est normal, puis le changement fait peur à la base. Dans un milieu de travail, dans une relation de couple, dans la vie, on est des êtres, on est confortable dans le statu quo, puis le changement, il y a toujours un élément d'incertitude un peu. Là. Oui, mais c'est bon d'avoir du monde qui amène des idées de changement pour nous faire réfléchir, pour avoir une réflexion, pour savoir où est-ce qu'on s'en va, les alignements, puis des fois adapter les choses. Je vois pas ça nécessairement d'un mauvais œil d'avoir de la compétition. Non, moi non plus. Mais je te dis juste qu'il y en a des gens qui ont peur. Fait qu'est-ce que ça a fait? C'est qu'on avait 4 adversaires. 35 % normalement, j'aurais dû gagner. Là. On avait 4 adversaires. Québec solidaire, par exemple, ils sont passés de 9 à 1 %. Ils s'étaient allés où, ce monde-là? Ils sont pas venus chez nous. Là. Non, ils sont allés de l'autre bord. Parce qu'ils ont dit, là, Duhem va gagner, il faut le bloquer. OK? Fait qu'ils tous sont bouchés le nez et ils ont voté pour le PQ. La CAQ est passée de 52 à 7. Il y en a une partie qui est venue chez nous, mais ils sont beaucoup allés au PQ. Là. Les libéraux, ils étaient à 2 semaines avant, ils étaient à 15, ils ont fini à 9. Fait que, tu sais, ils se sont tous mis, ils ont tous dit là, quand ils ont vu que c'était le PQ qui avait une chance de me battre, ils se sont tous bouchés le nez et ils ont voté PQ. Fait que ça, c'est sûr que c'est un phénomène, mais à une élection partielle, ça peut se passer. À une élection générale, ça peut pas se passer parce que là, tu promets les gens, je serai pas candidat dans les 125 comtés. Là, tu comprends que c'est pas moi qui vais être le candidat. Fait que, puis chaque parti va vouloir que son monde vote pour lui. Là. Il voudra pas qu'il aille voter pour l'autre pour empêcher le Parti conservateur de gagner. Là. Ça s'en vient, c'est l'année prochaine? Oui, il reste moins d'un an. Le mode de scrutin? Oui. T'en penses quoi? Bien, c'est sûr que nous autres, on a eu 530 000 électeurs qui ont voté pour nous, hein, plus qu'un électeur sur 8 qui a voté conservateur, puis on a 0 député sur 125. Fait que, explique ça comment? Mathématiquement, ça marche pas, OK? Fait que le mode de scrutin, il est mauvais. Et c'est la pire distorsion dans l'histoire du Québec. Hein. C'est jamais arrivé qu'il y a autant de monde qui vote pour un parti puis qu'on se ramasse même pas avec un siège. Ça s'est jamais vu. Il y avait combien de personnes qui ont voté pour Québec solidaire? OK, on était Québec solidaire, le Parti libéral, le Parti québécois, le Parti conservateur du Québec, on était tous entre 530 et 600 000. On a les 4 partis, on a eu à peu près le même vote. Puis le Parti libéral, il y a eu beaucoup plus de votes, puis ils ont fini l'opposition officielle avec 21 députés parce qu'eux autres, leur vote était concentré. Était plus dans des comtés anglophones à Montréal. Fait qu'eux autres, ils gagnaient des comtés, même s'ils étaient très impopulaires dans les comtés francophones. Puis Québec solidaire, c'était plus les centres-villes, Montréal, Québec, un à Sherbrooke. Puis le Parti québécois, il a eu le même problème que nous autres, ils sont montés avec toi. Puis s'il y en a un des 3, c'est parce qu'il y a une fille qui a volé des dépliants de Québec solidaire, puisque Paul Saint-Pierre Plamondon ne passait pas. Là. Fait que le mode de scrutin, il y a un problème. On fait quoi? Ben, il faut le réformer. Puis ça fait des années qu'on le dit. René Lévesque a fait campagne là-dessus à une autre époque. Présentement, Justin Trudeau a fait campagne là-dessus à Ottawa. Il a été élu, il ne l'a pas changé. Puis François Legault faisait campagne. Il avait même promis, il avait même signé un engagement solennel que c'était la dernière élection qu'on votait avec le mode de scrutin actuel. Il l'a pas fait non plus. Puis tu sais pourquoi il l'a pas fait? C'est parce que quand tu arrives au pouvoir, tu trouves que le mode de scrutin, finalement, il n'est pas si pire. Parce qu'il était au pouvoir. Non, mais toi, là, tu vas-tu réformer le sport puis la façon d'évaluer le sport quand tu viens de gagner la compétition ou c'est quand tu perds que tu te poses des questions? Fait que puis c'est ça que j'ai dit à ma gang, parce que moi, j'ai pas pris position là-dessus aux élections. OK? J'ai dit, moi, le mode de scrutin, j'en parle pas. Parce que tous ceux qui parlent, ils ont fait le contraire. Parce que tous ceux qui ils disent, ils font le contraire quand ils arrivent au pouvoir. Je veux pas être celui-là. Fait que quand ma gang sont arrivés en congrès l'année d'après, en 2023, puis ils ont dit, on veut adopter un mode de scrutin proportionnel, plus proportionnel, parce qu'un mode de scrutin mixte. J'ai dit, OK, si vous voulez faire ça, vous allez voter, puis c'est bien correct. Mais je vous le dis, là, un coup qu'il y en a une gang dans vous autres qui va être rendu député puis qui vont être élus,
Puis ils vont dire, finalement, moi, je vais pas perdre mon comté. Puis finalement, il était bien bon, le mode de scrutin. Puis j'ai réussi à gagner. Puis c'est grâce à moi. Puis il faut plus changer ça. Je dis, là, c'est pas vrai que vous allez me faire le clown. Je vais faire comme tous les autres. Je vais revirer de bord. Puis je vais commencer à dire le contraire de ce que je disais en élection, là. Fait que là, je dis, là, gars, soyez conscients, là, que moi, j'ai même pas voté. J'ai dit, là, vous votez ce que vous voulez. Mais je vous avertis, si vous votez ça, on ne revient plus de bord, là. Fait que, puis ils ont voté. Fait que ça va être ça. Ils ont voté pour un mode de scrutin, c'est-à-dire c'est un système mixte. Il y aurait une partie des députés qui seraient élus comme qu'on est présentement, là, mettons, comme les circonscriptions fédérales, mettons. Puis on y aurait 75, puis il y en a 50 qui seraient élus à la proportionnelle régionale. Tu trouverais pas ça plus transparent de... Ben là, c'est ça que tu vas faire, c'est là-dessus que vous allez voter, puis c'est ça que tu vas emmener dans ton programme. Oui. OK, donc les gens vont savoir qu'en votant conservateur, c'est ça qui s'en vient, et tu vas respecter ta parole là-dessus. J'ai rien inventé, là. C'est la position du Parti québécois, de Québec solidaire, de la Coalition Avenir Québec. La CAQ a même déposé un projet de loi pour ça. Tu savais-tu ça? Parce que là, c'est ce que c'est la twist qu'ils ont pris, c'était écœurant. Ils ont dit, on s'était engagé à présenter un projet de loi, on n'a jamais dit qu'on allait l'adopter. Fait qu'ils l'ont juste présenté, puis ils n'ont jamais voulu voter. Ouais. On appelle ça se faire rouler dans la farine comme il faut. Tu sais, les sondages, là, oui. Suite à ça, parce que la politique cette année, je pense qu'on entend parler pas mal, des élections l'an prochain, on sent qu'il y a comme un virement de cap un peu qui se passe avec la CAQ. Penses-tu? Un peu? Moi, je pense que c'est le plus gros virement probablement qu'on n'aura jamais vu en politique québécoise. S'il y avait une élection aujourd'hui, il n'y aurait plus un député, là. Quand est-ce qu'on a vu ça, de passer de 90 à 0? On n'est pas rendu à l'année prochaine. Non, mais ça, je vois pas beaucoup d'embellis à l'horizon pour M. Legault, là. Puis, tu sais, j'ai fait beaucoup de porte-à-porte cet été, là, tu l'as dit, là, j'étais en élection partielle, puis je le sentais à toutes les portes, là. Arthabasca, il faut que vous sachiez que c'était la circonscription, à plusieurs égards, qui était la numéro 1 pour la CAQ. C'était là qu'il y avait le plus de membres, qui ramassaient le plus d'argent dans la campagne de financement, puis qu'il y avait des très forts pourcentages. Puis, c'est quoi, je ne sais pas pour rien, il y avait 60 % en 2018, 52 en 2022. 60 % c'est énorme, là. Puis ils ont fini à 7 cette année. Puis je le sentais à toutes les portes. La déception à l'endroit de ce gouvernement-là, j'ai fait de la politique toute ma vie, soit comme citoyen, soit comme conseiller ou comme politicien, j'avais jamais vu ça. J'ai même dit à mon adversaire caquiste, puis c'était pas négatif, c'était pas méchant quand j'y ai dit ça, puis je pense qu'il a compris. J'ai dit, c'est mieux de pas faire de porte-à-porte. Fais pas de porte-à-porte. J'ai dit, sérieusement, là, c'est pour ta santé, pour ta santé mentale, là, va pas là. Le monde est enragé, là. Il y a une grogne très forte. Beaucoup de citoyens se sentent trahis par leur gouvernement à l'heure actuelle. Puis mon vrai adversaire, là, c'est pas la CAQ. Mon vrai adversaire, c'est rendu le cynisme en politique. Parce que le monde, là, ils ont l'impression que la classe politique, c'est tout des pourris puis que c'est tout des menteurs. Parce qu'on s'est tellement fait mentir que les gens ne croient plus, même si c'est pas le même parti, même si c'est pas le même gars. Il y a beaucoup de déceptions. Mais je vais faire un parallèle boiteux. Oui. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de lumière pour la CAQ, mais l'an dernier, au fédéral, les libéraux, ça allait vraiment pas bien. On s'attendait pratiquement à ce qu'ils disparaissent. Puis ils ont presque eu un gouvernement majoritaire. Tu as tout à fait raison. Mais il est quand même arrivé des changements majeurs, là. Ils ont eu Mark Carney, il y a une conjoncture. Le Parti libéral du Canada aussi, c'est une institution. Le Parti libéral du Canada ne peut pas disparaître, là. C'est-à-dire, ils ont une base historique que la CAQ n'a pas. La CAQ, c'est quand même un parti, c'est le parti de François Legault, essentiellement, là. Ça n'existait pas avant, puis ça n'existera probablement pas après, là. Donc, c'est pas tout à fait la même comparaison. Puis je pense que la CAQ, je regarde le Conseil des ministres, je vois pas de Mark Carney, là, autour de Legault, là. Fait que je pense que ça va être beaucoup plus difficile pour eux que ça a pu l'être pour les libéraux fédéraux. C'est-tu Carney ou c'est notre chum l'autre bord qui a changé la donne? C'est sûr que l'arrivée de Donald Trump, ça a créé une dynamique politique très différente. Puis ça va changer la donne au Québec aussi. Là. On parle de ce que ça a changé au fédéral, là. Puis c'est toute la question de la souveraineté du Québec que le Parti québécois veut mettre à l'agenda. Paul Saint-Pierre Plamondon s'est engagé à faire un référendum très rapidement au premier mandat. Là. Fait que dès qu'il est élu, il part en campagne référendaire. On ne sait pas combien de temps qu'elle va durer, mais il a dit qu'il mettrait même les ressources de l'État pour le camp du oui, puis lui, il veut y aller all-in. Là. Ben, dans un contexte où on est en guerre tarifaire, puis c'est plus juste avec Trump. Là. Moi, je pense que même si Trump s'en va demain matin puis que les démocrates gagnent la prochaine élection présidentielle aux États-Unis, on va être dans une dynamique de guerre tarifaire. Ça ne reviendra pas comme c'était avant. Ça ne reviendra plus comme avant. Il faut arrêter de penser. C'est une nouvelle réalité. Là. C'est pas juste c'est pas un accident qui va durer quelques mois, quelques années. Là. Puis on a notre responsabilité là-dedans. On en reparlera si tu veux, mais
par rapport à l'indépendance du Québec, je pense que ça va jouer un grand rôle parce que on est à une époque où nos entreprises ont besoin d'exporter. Nos travailleurs dépendent de ça. Là, le marché américain est de plus en plus bloqué. On a de plus en plus besoin du marché canadien. C'est de loin notre principal partenaire économique. Moi, je pense que c'est le temps d'abolir des barrières entre le Québec et les autres provinces, pas d'en ériger d'autres. Je pense qu'il faut faciliter le commerce avec le reste du Canada. Puis j'ai l'impression que le mouvement indépendantiste va exactement en sens contraire. Puis j'ai l'impression que tout ce qui s'est passé aux États-Unis, ça l'a raffermi un peu l'identité canadienne dans le sens où il y a deux vecteurs qui jouent pour le Canada. C'est le sport, parce que, tu sais, Team Canada, on est on n'est jamais souverainiste quand il y a une game de hockey du Canada contre n'importe qui. Et deuxièmement, c'est quand il y a une guerre tarifaire. Je pense qu'on a tous été Canadiens, là, dans ce qui s'est passé avec les Américains, dans le sens où on s'est solidarisés, puis on s'est dit, on a besoin du Canada, on peut pas se passer du reste du Canada tout seul. Imaginez si le Québec avait été tout seul contre Trump, là. Fait que, tu sais, ce réflexe-là, il est très présent, puis je pense qu'il va jouer beaucoup par rapport à nous empêcher d'avoir le débat référendaire. Moi, je pense que ça ne sera pas à l'ordre du jour. Je pense qu'il y a pas... L'appétit n'est pas là. Les sondages le confirment encore récemment. Ouais, mais en même temps, son programme est basé là-dessus. Mais tu sais quoi? Puis là, ça revient un peu au problème de la distorsion démocratique qu'on parlait tantôt. C'est que gagner avec 35 % du vote, là, tu peux gagner une élection au Québec puis être gouvernement majoritaire parce qu'il y a 5 partis. Mais 35 % du vote, là, tu fais pic-pic d'un référendum, tu fais le pire score ever. C'est ça qui est le problème du PQ. Ouais, ça ne représente pas 50 % de la population. Mais non. Fait que faut faire la différence. Gagner une élection, c'est une chose, puis gagner un référendum, c'est une autre affaire. Puis à un moment donné, il va falloir que le PQ mette la patrie avant le parti. Je comprends qu'ils veulent gagner l'élection, mais ils ne peuvent pas mettre le pouvoir québécois à risque parce qu'ils veulent prendre le pouvoir puis qu'ils ont promis ça. Là. On a-tu trop de partis politiques au Québec? Écoute, ça, c'est pas à moi de décider. Je pense que c'est les gens. Tu sais quoi? Moi, je pense pas, dans le sens où... Tu sais, moi, mettons, là... Parce qu'on se le dit, t'es tout seul à droite, puis ça penche à gauche. Ça une noquette à gauche. Oui, je suis d'accord avec toi là-dessus, mais quand moi, je suis arrivé en politique, je me suis posé cette question-là. J'essaie-tu d'infiltrer, pas d'infiltrer, mais d'embarquer dans un parti puis d'essayer de prendre le pouvoir, le contrôle à l'intérieur d'un parti existant, ou si on en forme un autre, parce qu'il y a déjà trop de partis. Mais en même temps, j'ai réalisé en faisant grossir le parti, moi, il y a bien du monde qui ont voté pour moi que si j'avais pas été là, ils n'auraient pas voté. Puis, tu sais, le taux de participation, c'est un signe de santé démocratique aussi, là. Mais en même temps, il y en a qui n'ont pas voté pour toi à cause de toi. Ben, c'est ce qui est ressorti parce qu'on écoutait pas des sondages, mais des entrevues. Puis c'était comme drôle, on t'associait beaucoup au Parti conservateur fédéral qu'on associe à Donald Trump. Tu t'es comme ramassé dans une situation qui était vraiment pas idéale pour aller en... Mais il y a beaucoup de gens qui ont voté. Tu sais, 530 000, c'est pas rien, là. Il y a des gens qui ont voté qui n'auraient pas été votés. Il y a des gens qui ne s'intéressaient même pas à la politique, qu'on intéressait à la politique. Ça a été un élément positif, là, dans le sens où, puis là, la crise sanitaire, c'était pas un élément positif, là, mais ça a tellement touché les gens dans leur intimité, puis dans ce qu'ils ont de plus fondamental, qu'ils se sont intéressés à la politique, alors que la politique les intéressait zéro. Mais là, la politique s'était tellement intéressée à eux qu'ils n'avaient pas le choix de s'y intéresser. Puis, en quelque part, ça, c'est un réveil important que bien du monde a fait. Puis, chacun a son sujet, là. Mais la politique, on haït tout ça. C'est comme la bataille au hockey. On haït tout ça, mais quand il y en a, on suit ça, on est debout à crier. C'est intéressant, je trouve. Quand tu commences à t'intéresser à ça, à comprendre comment ça marche, les rouages. Tu sais, il va te poser une question. Trump est à droite. T'es à droite. Trump, quand tu te compares à lui au niveau de vos valeurs... Bien, c'est drôle, hein, parce que quand tu regardes au niveau, par exemple, du plan économique de Trump, probablement que le parti qui se rapproche le plus de Trump, c'est le Parti québécois, puis probablement celui qui est le plus loin. Puis là, tu vas te dire, ah, ça se peut pas, voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? T'as-tu fumé quelque chose avant d'arriver? Non. C'est un parti qui est très protectionniste. Moi, là, je suis un libre-échangiste, je suis un gars de droite économique, je suis un libéral classique. Moi, en tout cas, je ne vais pas rentrer dans des détails trop techniques. Mais il croit au libre-échange, lui. Ce qu'il veut, c'est qu'il n'y ait pas de tarif. Ouais, c'est ça, mais moi, je compte les... Tu sais, je suis un vrai libre-échangiste. Là. Moi, les tarifs, j'en veux pas du tout. Là. D'aucun côté? Non. Et je te compte les contre-tarifs aussi, là. Et donc, pour moi, là, les frontières économiques, il faut les abolir. Il faut essayer en tout cas, minimalement, de les amenuiser. Puis, ça fait que j'ai pas ce réflexe-là du tout. Fait que là-dessus, je suis aux antipodes avec Trump. Puis, il y a l'autre élément aussi que moi, j'aime pas de Trump,
c'est même pas ses politiques comme telles, c'est l'attitude. Tu sais, je trouve que il n'est pas collaborateur, il n'est pas sympathique, il est pas... ça n'a rien à voir avec les idées, là. Puis, mais je comprends aussi, il faut toujours... Tu sais, quand tu as des adversaires politiques, il faut essayer de comprendre d'où ils viennent, pourquoi ils en sont arrivés là. Puis, tu sais, moi, je suis un maniaque de la NFL. La semaine prochaine, je m'en vais à Baltimore voir les Ravens. Ça va pas bien cette année? Non, ça va super mal. Je pensais d'aller voir Jackson, mais là, cette année, je ne le verrai pas. C'est-tu ta première fois que tu y vas? Oui. À Baltimore? Oui. Mais j'étais déjà à Baltimore, mais pour voir les Ravens, là. Ouais. OK, parce que tu vas à la game, puis après ça, tu t'en vas de là, parce que c'est vraiment pas un bon coin. C'est pas un coin mais non, mais à tous les ans, on fait une ville différente. Mon chum, puis moi, puis un couple de nos amis, à tous les ans, on fait une ville différente aux États-Unis. Suis-tu les Ravens où ils vont? Ou non, on n'a pas d'équipe, nous autres. On y va en fonction de la ville. On dit, OK, cette année, on va à Nashville. Fait que là, on part, on s'en va à Nashville, puis on s'en va voir les Titans. Puis fait que là, cette année, ça a tombé que c'est Baltimore, OK? Fait que... puis pour moi, comprendre les Américains, là, c'est d'aller dans un tailgate. Moi, quand je vais dans un tailgate aux États-Unis, là, je m'assieds avec les gars, je prends une bière, puis là, je jase. Là. Pour moi, là, c'est comme si... Écoute, j'adore ça. Là. Je les écoute parler, puis j'essaie de comprendre. Je leur pose juste des questions. Ils ne savent même pas qui je suis. Là. Et je leur pose plein de questions. Puis j'ai essayé, au lieu de juger les Américains, les Américains, c'est pas des caves. Là. Ils sont aussi intelligents que nous autres. Comment c'est qu'il y en a la moitié qui a voté pour Trump? À un moment donné, il faut se poser la question. Là. Parce que si tu écoutes juste les médias au Québec, là, tu penses que c'est tous des imbéciles finis qui ont voté Trump. Là. Mais quand tu vas là-bas et tu essaies de comprendre pourquoi ils disent ça, là, tu dis, OK, tu sais, il y a des problèmes là-bas. Notre balance commerciale, là, le Canada et les États-Unis, là, était très désavantageuse pour les Américains. C'est-à-dire qu'ils achetaient beaucoup plus de nos produits que nous autres, on achetait des leurs. OK? Si ça n'avait pas été Donald Trump, ça aurait été un autre. Ça aurait même pu être un démocrate, parce que les démocrates, historiquement, étaient beaucoup plus pour les tarifs que les républicains à une autre époque. C'était une question de temps avant qu'il y en ait un qui se lève, qui dise, moi, je vais défendre mon monde, je vais défendre les entreprises, je vais défendre les travailleurs, puis nous autres, on va avoir notre juste part du gâteau. T'sais, fait que là, quand tu dis ça, là, puis là, ils se disent, lui, il se bat pour nos jobs, puis il se bat pour que ça soit plus équitable, le commerce avec votre pays. C'est dur de répliquer qu'ils ont se des caves, là. Là, tu dis... Ben, ils peuvent pas tout être caves. Non. Après ça, tu sais, le wokisme, moi, là-dessus, il y a bien des affaires qui me disent que ça me rejoint, tu sais, les gars dans les sports de filles, puis toutes les théories woke débiles, là, ils disent, gars, moi, je veux pas que mes enfants soient exposés à ça. Moi, je les comprends. Tu sais, j'écoute le père de famille qui me dit ça, là, puis je trouve que ça a bien du bon sens, puis il a raison. Fait que, tu sais, il faut... À un moment donné, oublier les politiciens, oublier les partis politiques, puis aller parler au monde. Puis c'est ça, moi, c'est ça que j'aime. Là. Quand tu veux comprendre ce qui se passe quelque part, va parler au monde, puis essaie de comprendre pourquoi ces gens-là, politiquement, en sont arrivés où ils sont. Trump, là, c'est la conséquence, c'est pas la cause. C'est tu me suis-tu, là? Oui, je te suis. Parce que je réfléchis en même temps. Parce que là, je te vois avec tes gros yeux sévères, tu me fais peur. Non, c'est parce que ça me fait réfléchir. Parce qu'en même temps, si tu me parles de ça, tu me parles des tarifs, tu parles de Trump. Là, avec ce qui se passe... il y avait Doug Ford qui parlait, qui voulait qu'on augmente les tarifs sur l'acier parce que les Chinois font du dumping. C'est exactement ce que les Américains font. Exactement ça. Donc, pourquoi que la solution, si nous, on l'applique, est correcte, alors que là, tu sais, des fois, là, c'est comme difficile à suivre de l'extérieur, parce que tu n'as pas tous les éléments pour te faire une tête là-dessus. Chaque industrie est bien différente aussi. Aussi, c'est là que tu comprends la complexité. Je suis bien content de ne pas faire de politique parce que ça a vraiment pas l'air facile. Des fois, c'est compliqué. Là, comme par exemple, ici, on a l'aluminium. Au Québec, c'est important, l'aluminium. Là, on a au Saguenay, Rio Tinto, puis avec Alouette, c'est à Côte-Nord. Puis là, ils viennent, je pense que c'est... ils ont fait une annonce là, qui venait d'enlever des tarifs. Des contre-tarifs. Oui. Pour les contre-tarifs chinois, c'est ça? Puis là, mais... Tu sais, chaque industrie a sa particularité, puis c'est facile de... on peut pas prendre une règle puis l'appliquer à toutes. Là. Le libre-échange, c'est ça qui est problématique. Là. C'est qu'il faut que tu y ailles industrie par industrie, des fois entreprise par entreprise. Là. Tu tombes au pouvoir l'année prochaine, tu fais quoi? Ben écoute, souvent, malheureusement, ces ententes-là sont négociées au niveau fédéral. Le gouvernement du Québec a peu de pouvoir par rapport à ces ententes-là. Ça a quand même un poids au niveau du fédéral. Oui, c'est ça. Tu peux dire au gouvernement fédéral où tu souhaites aller. Moi, c'est sûr que je serais de ceux qui diraient qu'il faut rétablir le maximum de meilleures relations avec nos Américains. On ne changera pas la géographie. Là. Le Québec, là, on est à côté du politiquement, là, de la puissance la plus importante au monde. Ça ne changera pas. Là. Puis on a tout intérêt à garder d'excellentes relations avec ces gens-là. Puis oui, il peut y avoir des politiciens qui sont détestables, mais on a intérêt à parler à ces gens-là, on a intérêt à commercer avec ces gens-là, on a intérêt à jaser avec ces gens-là. La solution, c'est pas de s'isoler.
La solution, c'est pas de vendre nos condos en Floride puis de tout mettre une barrière à la frontière entre le Québec et les États-Unis. On a intérêt à leur tendre la main. Et puis les Américains, ils détestent pas le Canada, là. On est dans une guerre tarifaire, on n'est pas dans une guerre entre deux nations, là. Clairement, ils ne nous détestent pas parce qu'ils voudraient qu'on soit sur 51e État. Donc... Mais tout ça nous aiment trop, peut-être. Tout ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on se mette à genoux. Là. Non. Mais on a quand même des avantages. Là. Je veux dire, on a des ressources, puis ça, c'est l'autre affaire. Tu sais, on a fait des erreurs. À un moment donné, il faut faire notre mea culpa. Il faut se regarder dans le miroir aussi quand il arrive une crise comme celle-là. Est-ce que c'est normal aujourd'hui qu'au Québec, 100% des hydrocarbures qu'on consomme, ça veut dire tout le gaz qu'on met dans nos chars, tout le gaz naturel qui chauffe nos maisons, est-ce que c'est normal que 100% de cette énergie-là, elle passe par les États-Unis? Comment ça se fait qu'il y a 50% de cette énergie-là qui vient de l'Alberta, puis qu'on n'est pas foutu de l'amener jusqu'ici, par le Canada? Comment ça se fait qu'on est obligé de passer par les États-Unis? Parce qu'on ne veut pas de pipeline. Mais on ne veut pas de gazoduc, on ne veut pas de pipeline. Mais à un moment donné, là, on ne peut pas reprocher à Donald Trump de nous faire suer alors qu'on lui a donné le robinet dans les mains, là. Ta solution, c'est quoi? Mais ma solution, c'est d'être On n'est jamais si bien servi que par soi-même. On a au Québec la réserve de gaz naturel non exploitée la plus importante au monde. On a élu un gouvernement. Moi, j'ai voté pour François Legault en 2018 parce qu'il me promettait qu'il allait faire du Québec la Norvège d'Amérique. Bien, il a fait le contraire. Il a adopté une loi pour dire qu'il interdisait toute exploration, toute exploitation du gaz naturel au Québec. Aujourd'hui, là, si on avait dit oui, on aurait gêné le Québec au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 14 milliards d'investissements qu'on aurait là-bas. On exploiterait notre gaz naturel dans la vallée du Saint-Laurent. On pourrait exporter ça en gaz naturel liquéfié à l'Allemagne pour remplacer des centrales au charbon, réduire les gaz à effet de serre de 60 %. Ça aurait un impact positif pour l'environnement, puis surtout économiquement, très positif pour le Québec. Puis on serait plus autonome face à Donald Trump parce qu'on aurait notre propre énergie. Ça vient te chercher, hein? Bien, ça vient me chercher parce que je comprends pas la logique d'empêcher les Québécois de se développer. Les Québécois, là, si on est ici aujourd'hui, puis si on est aussi prospère, puis si on a été pendant des générations à connaître un avenir meilleur que celui de nos parents puis nos grands-parents, c'est parce qu'on a exploité nos ressources de façon intelligente. Puis aujourd'hui, on n'est plus capable de le faire. On a perdu l'habileté de ce qui a fait que les Québécois sont une puissance aujourd'hui. Pourquoi il a fait un virage à 180 degrés? Pour faire plaisir aux écolos. Puis c'est ça qui est le problème, c'est qu'on veut toujours être ceux qui paraissent bien sur le plan environnemental, mais le Québec ne va pas changer. C'est pas le Québec seul qui va arrêter les changements climatiques. Il va falloir qu'on y aille au même rythme que les grosses nations. Si les Américains, l'Inde puis la Chine, ils vont dans une direction, quand même qu'on irait 3 fois plus fort de l'autre bord, on n'ira nulle part. Là. C'est un oiseau qui essaie de te tirer. Là. Il va s'épuiser bien avant que tu bouges d'un pouce. Là. Mais pourquoi que les gens, ce speech-là, ils l'entendent pas? Ils l'entendent, mais ils le comprennent pas? Bien, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont un discours contraire que celui que je tiens. Là. On est très peu nombreux au Québec à dire qu'il faut exploiter notre gaz. Puis il y a pas... il y a un gros lobby contre nous. Et puis il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de campagnes de peur. Ça revient un peu à la peur de tantôt. Là. Je me souviens, moi, il y a quelques années, quand justement, ça faisait longtemps moi, que je parle de ça, là, quand on parlait qu'il fallait exploiter notre gaz naturel au Québec, on nous présentait un reportage, un documentaire qui s'appelait Gazlang. Là, c'était en Pennsylvanie, là, où le feu pognait. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Tu ouvrais la champleur, tu voyais le feu qui sortait. Oui. Bien, tout ça, là, ils ont tout réglé les problèmes technologiques aux États-Unis. Puis aujourd'hui, la Pennsylvanie, elle exploite son propre gaz naturel, puis elle fait que les Américains sont devenus autosuffisants. Puis pendant ce temps-là, nous autres, on a écouté des reportages faits ailleurs de gens qui, eux autres, sont à la sens contraire, puis nous autres, on a interdit d'exploiter notre ressource. Tu sais, c'est fou, là. Quand Danielle Smith est venue à Montréal il y a 2 semaines, c'est de ça qu'elle voulait parler. Elle veut désenclaver ses ressources. Oui, elle veut le faire passer de droite à gauche. Elle veut que ça en vienne ici, le gaz puis le pétrole. Là. Puis là, ce qui est en train d'arriver, c'est pire que ça. Là, ils ont décidé, ils ont une entente avec la Saskatchewan puis le Manitoba. Puis là, ils vont l'amener à Churchill. C'est Churchill, oui. Au Manitoba. Puis là, ils vont contourner le Québec par l'Arctique. OK? Fait que nous autres, là, non seulement on n'aura pas de pipeline, on n'aura pas de 14 milliards d'investissements, on n'exploitera rien, mais ils vont nous contourner parce que nous autres, on a décidé que non, nous autres, on est verts. Mais si on est si vert que ça, comment c'est qu'on consomme du gaz puis du pétrole? Pensez-vous que c'est bien pire quand tu l'importes d'ailleurs puis qu'il est obligé de parcourir des milliers de kilomètres que si tu creusais celui qui est en dessous de tes pieds? Fait que c'est un sujet qui...
m'interpelle parce que, c'est très lucratif. Regardez les finances de l'Alberta puis regardez les finances du Québec, là, vous allez comprendre que c'est payant le gaz. La Norvège, tantôt, tu as parlé de la Norvège. C'est capoté, là, eux La autres. Norvège, ont viré ça de bord en 20 ans. Puis c'est un des pays les plus verts. Ben, ils ont financé ça avec ça. Ben, pourquoi qu'on pourrait pas faire la même chose? Ben, exactement. Pourquoi qu'on ne finance pas notre transition énergétique avec les revenus du gaz? Puis le gaz naturel, en passant, en Europe, c'est considéré comme une énergie de transition. C'est pas considéré comme une énergie polluante, là, parce que souvent, il y a plein de trucs qu'on peut... Tu sais, par exemple, là, les gens qui ont des chauffages au mazout, là, on les encourage à se plugger sur énergie et à avoir du gaz naturel plutôt que du mazout pour justement réduire leur empreinte carbone. Ben, il faut que le Québec aille là. Puis là, il y a un autre sujet tabou aussi, c'est le nucléaire. T'sais, on voit que en France, même en Ontario, là, le nucléaire prend de plus en plus d'importance. On a besoin d'énergie. On est à une époque où les technologies nécessitent de l'énergie. Et c'est considéré une énergie propre. Oui. Mais ça fait peur. Le mot nucléaire fait peur. T'sais, au Québec, on a déjà eu des centrales à Gentilly. Ça arrive sud de Trois-Rivières. Puis il y a eu toutes sortes d'accidents, puis il y a eu Tchernobyl, puis il y a eu toutes sortes d'affaires là, ailleurs dans le monde. Mais ça a fait peur, avec raison. Mais aujourd'hui, c'est des mini-centrales très bien contrôlées, puis il y a une technologie qui est associée à ça. Puis je vous avertis tout de suite, là, si ça pète en Ontario, là, l'énergie nucléaire n'arrête pas à la frontière. Là. C'est pas... Non, c'est ça. Fait que on est exposés, nous autres aussi, qu'on le veuille ou non. Là. Fait que mais on peut même pas en parler. C'est difficile au Québec d'avoir ces débats-là. Parce qu'il y a une campagne de peur qui tout de suite va arriver, puis on va dire non, ça marche pas. Mais en même temps, l'intelligence artificielle, là, c'est parti. Là, ça va aller en s'accentuant, ça va pas aller en régressant, cette affaire-là. Là. On va-tu faire partie de ce mouvement-là? Ben, exactement. Les centres de données là, ont besoin beaucoup. C'est très, très énergivore, cette affaire-là. Puis au Québec, historiquement, on était une force en énergie. Mais on est en train de le perdre, cet avantage-là. On est en train de le perdre. Pourquoi? Parce que justement, on dit non à tout. Essaye de construire un barrage au Québec aujourd'hui. C'est quasiment impossible. Essaye d'exploiter du gaz puis du pétrole. Oublie ça. Le nucléaire ne mentionne même pas le nom. Je veux dire, ça devient de plus en plus difficile de produire de l'énergie, alors qu'on a... Tu sais qu'on est un des endroits dans le monde où ça serait le mieux pour construire... Parce que c'est les centres de données, là, ça surchauffe. Hein, ils ont besoin. Puis ici, on a le climat qui est froid. L'hiver, tu ouvrir les portes de garage. Là, c'est ça. C'est que nous autres, ça ne coûterait rien. Là, rafraîchir ça. Tu ouvres la porte de garage, ça fait un job. Là. Et donc, on est un des endroits où où ça serait moins énergivore d'avoir ces centres-là. Puis en plus, on est historiquement un endroit où il y a, c'est facile d'avoir des barrages. Ce serait facile. On a du gaz. On a toutes sortes de ressources autour de nous. Mais j'ai peur qu'on manque le virage pour des raisons... environnementale. Puis ça me fait très peur parce que tout ce que ça va faire, c'est que ça va aller ailleurs. C'est pas que ça va arrêter puis qu'on va sauver la planète. Là. C'est juste qu'au lieu de se développer au Québec, ça va se développer ailleurs dans le monde. Je te sens passionné. Puis je te sens comme si t'étais en mission. Puis t'as vraiment pas choisi le défi le plus facile. De faire en sorte que tu te fasses élire et que vous élisiez des députés aux prochaines élections. Tu sais, ça arrive une fois par génération. Un gars au Québec que il y a même des fois, ça n'arrive pas, mais normalement, là, qu'un parti part de zéro puis réussit à rentrer des députés à l'Assemblée nationale, tu sais, c'est très difficile de passer de presque rien à faire élire du monde. Puis c'est long. C'est un processus qui est très... Tu sais, moi, je me souviens, Mario Dumont, par exemple, là, il y a eu un député pendant 8 ans au début? C'est long, 8 ans, là. Moi, ça fait juste 4 ans là, que j'ai commencé, là. Le Québec solidaire, ça a été la même chose. Amir Kadir a été longtemps tout seul. Puis plus historiquement, même René Lévesque, si on remonte au Parti québécois, avant lui, il y a eu la RIN de Pierre Bourgault qui n'a jamais réussi à faire élire personne. Puis là, ils se sont joints au Parti québécois. René Lévesque a fait élire 6-7 députés les 2 premières élections. Fait que c'est très, très long de bâtir la confiance puis d'aller chercher la confiance des gens. Puis moi, je suis un marathonien. Parce que moi, mon sport, c'est pas, je pense que tu t'en es rendu compte, là, je suis pas culturiste. Là. Mon sport, c'est le marathon. J'ai couru plusieurs marathons dans ma vie. Puis là, j'en cours un politiquement. Tu sais, je pense que c'est un marathon un peu de... Définitivement un marathon. Là. C'est pas un sprint, ça, je te le confirme. Puis tu sais, t'arrives ici, t'as pas de chauffeur. Non. T'as pas de garde du corps. Non. Je passe 1h30 dans le trafic. T'as pas le statut d'un parti officiel. Non, on n'a pas une scène, nous autres, des budgets de l'Assemblée nationale pour la recherche. T'as pas de bureau à l'Assemblée nationale non plus. J'ai pas de bureau tout court. Les gens, c'est ça qui... Puis, écoute, c'est drôle, hein? S'il y avait une élection aujourd'hui, j'aurais plus de votes que le gouvernement. Pense-y 2 secondes. Là. Tout ce que tu viens de dire là, c'est vrai. Là. Puis s'il y avait une élection après-midi, là,
On aurait plus de votes que la CAQ. Fait qu'on doit faire quelque chose de correct, là. Ça, c'est une autre affaire qui me passionne. Moi, j'étais un gars, j'ai travaillé dans les médias toute ma vie, là, une bonne partie de ma vie. Fait que je connais les médias, puis j'aime les médias, là. Mais nous, on a 1%, des fois 2%, de la visibilité médiatique des partis politiques au Québec. Puis dans les intentions de vote, on est à 15%. Donc, c'est pas nécessairement proportionnel. Puis il y a d'autres partis qui ont moins de votes que nous autres, puis qui sont à 17% de visibilité, OK? Puis là, tu te dis, tu sais, comment ça se fait qu'il y a une distorsion? Puis c'est ça qui est la beauté de faire des podcasts comme ceux-là, puis c'est la beauté du monde qui s'informe à l'extérieur des médias traditionnels. On peut avoir une plus grande diversité parce que les gens peuvent avoir accès maintenant directement à l'information. Ils n'ont plus besoin d'un filtre. Puis le filtre, bien, il est des fois déformant. Puis moi, je suis la preuve qu'il déforme. Et tu sais, quand tu disais que je fais peur, là, le monde qui nous écoute aujourd'hui n'ont pas peur de moi. Les gens qui ont peur de moi, là, c'est qu'ils écoutent des médias, qui rapportent des choses ou qui disent des choses à mon sujet. Tu sais, la différence qu'aujourd'hui, les gens qui vont t'écouter, ils t'écoutent parce qu'ils ont envie de t'écouter, parce qu'ils choisissent de t'écouter. Oui, aussi. Puis l'autre affaire, bien, tu sais, on passe beaucoup de temps ensemble. Normalement, tu n'auras pas cette exposure-là dans un média traditionnel. Mais non. Mais c'est comme toi non plus. Tu sais, je veux dire, quand tu vas... n'importe quel média, c'est des clips, hein, puis eux autres, c'est très, très vite, puis ils passent d'un à l'autre. Là, on a la chance maintenant de pouvoir aller en profondeur quand on veut en connaître un peu plus sur quelqu'un ou sur quelque chose. Puis moi, je trouve ça super positif, là, le changement qui est en train de s'opérer. Moi, je suis optimiste pour la jeunesse par rapport à ça, là. Par rapport à l'information, moi, je pense qu'ils sont beaucoup plus ouverts et informés grâce à ça. Je vois pas ça comme des... C'est sûr qu'il y a un danger de chambre d'écho dans le sens où tu vois juste du monde puis t'entends. Mais tu sais, toi, tu reçois pas du monde qui pense tout pareil, là. Donc, le gars qui te suit, là, c'est pas vrai qu'il écoute juste un côté de la médaille, là. Fait que il y a une diversité là-dedans, là. Il y a un... Tu sais, ça se ressemble beaucoup. C'est un parcours du guerrier que tu es en train de faire. Nous autres, dans le domaine des communications, des podcasts, il y en a un puis un autre. Donc, de pouvoir faire ta place, aller chercher ta crowd, vraiment identifier c'est qui ton public cible, c'est un défi, ça aussi. Mais tu sais, Hugo, si aujourd'hui, Donald Trump est l'homme le plus puissant politiquement du monde, c'est parce qu'il est allé faire un podcast avec Joe Rogan. En tout cas, moi, je pense ça. Ça a fait pencher dans la balance. Ça a changé la campagne électorale. Si Kamala Harris avait accepté d'y aller puis lui avait refusé, ça aurait été un game changer. Parce que Rogan, c'était pas un républicain à base. Non, c'était un démocrate. C'était un démocrate. Et donc, il y a eu un changement. Puis cette entrevue-là, elle a eu beaucoup plus d'impact que toutes les entrevues des médias traditionnels réunis pendant les élections. OK? Fait que la réalité, elle change. Là. Puis au Québec, on est un peu en retard. Là. C'est sûr qu'au Québec, l'entrevue aujourd'hui, elle ne fera pas que je vais être le premier dans les sondages d'un matin. Là. C'est pas ça que tu arrêtes de dire. C'est encore drôle. mais ce que je veux te dire, c'est que cette tendance-là, je te dis pas on est rendu là, mais on est, pour toutes sortes de raisons historiques, là, on est un peu en retard sur ces enjeux-là au Québec. Mais ça s'en va vers là. Dans 5 ans, 10 ans, c'est pas impossible de penser qu'une entrevue avec toi ou avec un autre podcast va pouvoir faire la différence dans une élection générale puis avoir plus d'impact que tous les médias traditionnels réunis. C'est pour ça qu'on travaille. T'es-tu frustré des fois? Y a-tu des moments que t'as... Ben oui, c'est sûr. En fait, tu sais, la vie, c'est ça. Pas juste en politique, là. C'est des montagnes russes. Des fois, tu vis de l'extase, puis tu vis des frustrations, puis des fois, c'est un mélange des deux. Là, j'ai besoin que tu sois frustré un petit peu. Qu'est-ce que tu veux? Un défi pour toi. Vas-y, non. Ah, boy, OK, je savais pas ça. On m'avait pas dit que j'avais un défi. Viens, Eric. OK. Un petit peu, on va mettre de l'argent dedans. Faut mettre des 2 piastres. Ah, tabarouette. Hey, je l'aime. Tu n'as-tu d'autres? Un politicien qui se promène avec de l'argent. Ah, hey. Bon, là, c'est toi qui passe, c'est moi? C'est toi l'invité. OK, là, mais là, fais-moi une formation vite faite, là. T'es-tu droitier ou gaucher? Gaucher. Mais je suis à droite, inquiète-toi pas, mais... Ben là, quoi me tasser. Fait que là, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu frappes avec ta main gauche. Puis là, ben, tu vas te mettre un peu de biais comme ça. Là, parce que... OK, je me mets ici? Oui, comme ça, exactement. C'est ça. Le faut que j'y aille pour vrai. Hey boy. Bon, c'était pas bien bon, mon affaire. Je peux-tu recommencer? Ben, c'est très bon. À qui tu pensais, là? J'ai pas été assez frustré. Là, des fois que tu penses à quelqu'un. OK, vas-y, on recommence. Convaincu que t'as des gens en tête. Donne-moi-en un, là. Non, on te demandera pas.
On ne demandera pas les noms, là. OK, là, il faut que je fasse. Ouais. C'est pas bien mieux. Ah oui, c'est mieux. Wow. OK, ça a monté, mon affaire. À qui tu pensais? Je peux pas le dire, je veux pas promouvoir la violence. OK, là, tu y vas, c'est à ton tour. À qui? Ouais, c'est ça. Toi, tu peux-tu le dire? Ah, Barouette, une maudite bonne question. La liste est longue. La liste est longue à qui que je pense. Barouette, hein? C'est pas tant. Ah, mais c'est pas si pire, je suis pas si pire. Finalement, à 700 quelques, puis t'as 800. OK. Tu fais ça, gars? Ah, ça garde, moi. Pense à Gab, ça va aider. Tu fais quoi le 20 décembre? Je sais-tu, moi? 20 décembre, c'est ma fête. Hein? Ouais. Puis moi, là, ça fait des années. Sais-tu ce que je veux comme cadeau de fête? Qu'est-ce que tu veux? Je veux que Gabriel, c'est notre caméraman, qui vienne sonner à ma porte. Puis quand j'ouvre la porte, là, Eh boy, t'es pas mal plus motivé, là. Ça a monté ton affaire. ah, ça a fait du bien. Ça a tellement fait de bien. Ah, mais je me trouve pas si pire. J'ai fait 700 quelques, tu fais 800 quelques. super C'est bon. quand même pas pire. Vraiment, surpris. Vous le savez, pour faire un podcast, ça prend des partenaires et je tiens à les remercier. Je vais commencer avec Cordero Construction. Vous cherchez une job? Appelez-les. Ils ont beaucoup de chantiers pour pouvoir vous placer. Ils vont vous en trouver une. Pour les articles de quincaillerie, allez sur le site de Richelieu. Ils ont tout ce qu'il faut. Vous le savez, c'est pas un secret. Je suis très attaché à ma Côte-Nord natale. Microbrasserie Saint-Pancras. Ils font des produits exceptionnels. Goûtez-y, vous allez aimer ça. Distillerie Québec North Shore. Vous voulez goûter à quelque chose d'unique? Ils ont de très bons alcools. Les meilleurs. Et ça vient de la Côte-Nord. Moi, j'adore être capable de manger vite et santé. C'est la raison pour laquelle que je vais souvent chez Tyson. Moi, je mange du curry rouge au poulet, extra épicé, avec 2 extra poulets. Donc, mon menu, ils le connaissent par cœur, puis je pense que je vais y aller demain. Vous vous entraînez, vous voulez des vêtements de qualité? La Brute. Essayez ça, vous allez l'adopter. Hugo Girard Nutrition avec les produits Pop Crunch. Ça vous tente de manger du chocolat pour pas vous sentir coupable? Goûtez à ça. Vous allez voir, ça va être dur d'arrêter un sachet. 12 grammes de protéines, ça se prend bien. XPN, une gamme de suppléments alimentaires complète, de qualité, et c'est fait au Québec. Pinard Horticulture, vous avez besoin de plantes et de fleurs, allez les voir. Ils sont bien meilleurs que moi, je vous le dis. Merci de votre confiance, puis merci d'être là, sans limite. Moi, ici, dans mon garage, là, je mets des choses qui m'inspirent, des choses qui... Mais là, il y a beaucoup d'alcool, mais il me semble que t'es pas très généreux, par exemple. T'as-tu soif? Ben, un peu. Bière, alcool? Ben, peut-être l'alcool, là. T'as l'air d'avoir des bonnes affaires. OK, j'ai la crème de Mais rhum. tu vas m'accompagner, là. Ben oui, je vais pas tout t'accompagner. seul. J'ai de la crème de rhum, j'ai du rhum, j'ai Tu de es capable de l'amaretto. Je sais pas, je suis capable de suivre. Je bois pas tant. Moi, j'aime le goût de l'alcool, mais pas l'effet. Non, moi aussi, j'aime pas les feelings, mais j'adore le goût. Qu'est-ce Mais que gars, je peux te non, dire? mais je veux le choix du chef, là. Vas-y, là. Prends quelque chose que t'aimes, là, puis fais-moi découvrir ça. T'es-tu plus rhum ou t'es plus sucré? Mais le rhum, c'est sucré un peu, mais Ouais. mais non, mais sucré. Ouais, essaye-moi d'autres choses. Donc, j'ai de l'amaretto, j'ai de la Ah, crème de l'amaretto, rhum. ça serait bon. Ah, la crème de rhum, c'est bon aussi. Ça, t'auras pas goûté à ça. Choix du chef. Bon, c'est Tibas. Du Tibas. Ça, c'est la distillerie Québec North Shore. On a fait une crème de rhum. Ça vient de Château-Zitarde. Wow. C'est la J'ai première essayé ça. centrale hydroélectrique sur la Côte-Nord. Ça s'appelait la Québec North Shore. On reste dans les ressources. Non, c'est un. Puis là, ben, regarde, C'est on est dans- thématique. On est dans le temps de la chasse. Là. Ça sera peut-être pas quand que ça va passer. Là. Tu sais, on est dans un garage. Là. Pas de verre fancy, des belles Non, tasses. on est entre nous autres, on jase. Un petit banc, c'est ici. Merci beaucoup, mon cher. OK. Ça sent bon, en tout cas. Santé. Santé, mon cher Hugo. Hum, c'est doux. C'est bon, hein? Très doux. Très crémeux, évidemment. Mais c'est moins crémeux que du Baileys. Oui, beaucoup moins. Ça tombe moins sur le cœur, disons. Ouais. Baileys, c'est un peu trop sucré aussi. Ça, c'est moins sucré. Ah, moi, j'aime ça, puis pas trop, une fois de temps en temps. Tu sais, quand tu te tiens en forme puis tu t'entraînes, tu le sais, tu fais des marathons. Fait que l'alcool, ça... Oui, mais l'alcool, c'est pas. Tu peux prendre un verre tous les jours, là. C'est pas. Un verre. Oui, c'est ça. Moi, là, honnêtement, ce que j'aime boire, c'est un verre de vin le soir en soupant. Moi, Rouge, blanc? Rouge. Moi, un petit rouge en soupant, là. Même des fois, c'est
je sais pas si je peux te raconter ça, là, mais c'était un peu Vas-y, c'est sans limite. Regarde, on est tout seul, là. La semaine passée, je suis allé dîner avec un de mes amis que je vois souvent. C'est un très bon ami. Puis quand on va dîner, on se commande du vin, tu sais. Fait que là, on arrive, puis là, on prend un rouge ou blanc, tu sais. Là, il me dit, je boirai plus. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ça fait une semaine, j'ai arrêté de boire. Fait que là, j'ai commencé ça, tu sais. Il dit, j'avais mal au ventre. Puis je me suis dit, peut-être que, tu sais, je bois comme une consommation ou 2 par jour, mais je me suis dit, il faut que j'arrête ça, puis tout ça. Puis, tu sais, intellectuellement, là, mentalement, je comprends, tu sais, puis j'étais content pour lui, là, puis je trouvais ça, s'il était heureux là-dedans, c'était une bonne décision qu'il avait prise. Mais très égoïstement, je me suis dit, ça va être plate aller dîner avec lui. pas dans le sens que... On va canceller notre dîner. Non, mais un verre, puis c'est un verre, là, je parle pas de vider la bouteille, là. Mais je trouve que ça aide à la socialisation. Moi, c'est ça que j'aime de l'alcool. Je trouve que c'est comme un contact. Puis là, mais tu sais, je sais que c'est psychologique, c'est niaiseux, puis je sais que j'ai tort, là. C'est pas moi qui pense comme faux, là. Mais ça m'a fait, c'est drôle, parce que ça m'a fait ce feeling-là. C'est la première fois que je bois avec quelqu'un d'autre, à part avec mon chum, là, depuis ce temps-là. Puis... Ben, c'est quand même drôle que tu aies réfléchi à ça, puis que tu te sois posé la question. Moi, si j'arrive à quelque part, puis que tu te commandes un verre, je sens aucune pression. Ah non? Non, je me pose même pas la question. Si j'ai envie de boire de quoi, je le bois. Puis si tu veux pas boire, ça me fatigera pas. Et l'inverse, c'est la même chose. Fait que moi, le côté liberté d'expression, liberté de faire et gestes... Ah non, mais je l'ai pas obligé à boire. Non, je comprends, mais tu comprends. Juste de se poser la question, c'est qu'on est un peu... Il y a quand même une certaine pression des fois. Oui. Vu que tu es dans une activité, qu'il y a du monde, qu'il y a de l'alcool, quelqu'un se commande un verre, je vais suivre la gang. C'est tellement vrai ce que tu dis que quand il m'a dit ça, j'ai pas pris de verre. Tu vois? Parce que là, je me suis dit, là, il veut plus boire, tu sais, je veux pas l'encourager, je veux pas qu'il se sente mal, je veux pas... Là, je dis, non, je boirai pas. Mais tout le verre, tout le dîner, parce que moi, j'étais mindé, j'étais parti pour dîner en me disant, c'est cool, tu sais, je m'en mangeais avec mon ami, on va prendre un verre. Puis là, j'ai dit, non, je vais... mais c'est toi qui as la bonne attitude. Faudrait pas que ce soit les autres qui déterminent si on boit ou si on boit pas. Donc, on comprend cette fameuse pression. Si on la ressent... Ça existe. Ça existe. Que ce soit un verre, un dessert. Tu sais, on va manger au restaurant, puis tu me vois manger santé, tu vas peut-être te dire, je vais manger quoi de un peu plus santé, j'avais envie d'une poutine, mais là, je vais l'accompagner. Tu sais, on a une certaine gêne parce que c'est le jugement. Et le jugement en 2025, il est très présent. Ça, t'as tellement raison. Mais c'est ça. Parce que sur le coup, là, ça m'a... Puis j'ai repensé à ça, puis j'en ai reparlé. Je l'ai même rappelé le lendemain ou le surlendemain, puis j'en ai reparlé, parce que ça m'a comme choqué. Puis là, j'ai dit, là, c'était sérieux? La prochaine fois, ça va être comme ça? Ou c'est quoi qu'est-ce qui se passe? Puis c'est sûr que si j'y retourne, genre... Mais je devrais faire comme toi. Je devrais commander mon verre comme d'habitude, puis pas faire comme si il avait pas changé. Puis déjà, t'es le premier à faire en sorte que tu veux pousser justement la liberté. La liberté de penser, la liberté de tes choix. Oui. Mais je voulais pas... Comment je te dirais ça? Je me disais peut-être que c'est vrai que c'est pas bon pour lui ou que c'est, tu sais, peut-être qu'il a senti physiquement qu'il fallait qu'il arrête de boire. Puis je veux pas l'encourager à rejeter. Tu sais, à quelque part dans le processus, c'est ta décision. C'est la tienne, j'impose pas mes décisions aux autres. Moi, ça m'arrive souvent que... Et toi, ça t'influence pas d'aucune... Ça t'incite pas à boire de voir quelqu'un qui boit. D'aucune façon. Tu sais, comme là, gars, t'as vu, je t'ai dit, tu vas en prendre avec moi, puis je vais prendre la même chose que toi. Fait que j'aurais pas pris... Tu m'aurais servi un verre tout seul, je l'aurais pas pris. Non, mais je vais t'accompagner, mais je ne sens pas de la pression puis aucune obligation. Tu devrais y goûter, c'est bon. Ouais, là... J'ai goûté avant. Je le sais qu'il est bon. C'est comme la nourriture, c'est la même chose. Moi, j'ai pas une dent sucrée. Fait que des gens mangent du dessert devant moi. Là, je peux te poser des questions. Moi aussi, on peut-tu renverser les chaises? Tu sais, on s'entend, là, t'es Hugo, je pense que des comme moi, il en rentre 2-3 dans toi, là. Ah, peut-être, oui. Mais est-ce que c'est... Au niveau de l'alimentation, qu'est-ce que ça... Tu sais, j'imagine que tu consommes plus que nous autres, ou tu fais-tu bien attention? Comment tu fais ça? Je fais attention à ce que je mange tous les jours, sauf le samedi, puis même là, le samedi maintenant. Le samedi, tu te laisses aller un peu. Oui, un peu. Puis, honnêtement, ma gâterie va être de manger un gros déjeuner. Puis, dans mon déjeuner, je vais avoir des patates, du fromage sans lactose, puis je me fais de quoi à mon goût, puis je mange à ma faim. Puis, le reste de la semaine, ben, j'ai pas de difficulté non plus parce que je mange à ma faim, mais je vais manger surtout des protéines, du riz, puis des légumes. La protéine, mais ça va de la viande, différentes sources de viande. Pas de gras.
Le moins de sucre, moins de gras possible. Le moins de sucre. Puis du Moins de gras. sucre. Moi, je mange un steak, du gras, c'est goûteux. Oui, c'est des protéines aussi. Oui, exactement. Donc, tu fais attention au type de gras que tu prends, mais d'avoir une saine alimentation, pour moi, c'est important. Puis je te dirais, la santé, de façon globale, c'est une priorité dans ma vie, parce que quand tu es en santé, tu peux faire n'importe quoi. La journée que tu n'es pas en santé, là, tes priorités viennent de changer de place. Là, je vais te ramener à la politique parce que c'est quelque chose qui m'intéresse aussi au niveau politique. Tu sais, on investit beaucoup dans la maladie quand on parle de la politique. On n'investit pas beaucoup dans la santé. Non, parce qu'on n'a pas une approche qui est dans la prévention. Non. On a une approche où ce qu'on soigne les symptômes. Donc, on s'entend ce qui se passe. C'est curatif, là, pour en parler. Exactement. Là, mais on soigne les malades. On n'encourage pas le monde à être en santé. Donc, ça nous coûterait moins cher Ben oui. de travailler en prévention parce qu'on aurait moins de gens malades. Mais possiblement, puis là, c'est moi que je connais pas nécessairement tout ça, comment ça fonctionne, mais si tu vas le budgéter au niveau de la prévention, sûrement que ça augmente ton coût d'opération. Alors que le coût de soigner dans le curatif, dans ta prédiction, c'est ça. il compte pas. Mais tu sais, parce que je vais prendre mon exemple puis l'exemple des gens autour de moi là, que je connais. D'abord, la santé, c'est quelque chose qu'il faut que tu apprends. Ça s'apprend jeune. Là. Si tu ne fais pas de sport avant 30 ans, tu ne commenceras pas à 40 ans de découvrir une passion sportive. En tout cas, la probabilité est beaucoup plus faible. Oui, mais la santé, c'est pas juste d'être actif physiquement. Non, mais ça part de là aussi. Là. C'est la nutrition puis bouger. Là. C'est pas... Un esprit sain dans un corps Oui. sain. Donc, l'alimentation va favoriser justement que si tu es en santé, tu te sens bien cognitivement, c'est la même chose, tu vas être plus performant. Donc, c'est un tout, c'est un ensemble. Puis oui, tu as raison. Plus tôt tu commences... Mais la base, c'est le sport. Je veux dire, moi, là, si demain matin... Moi, si je vais courir 5 km là, aujourd'hui, puis je m'en viens de parler, je vais être bien plus vif, puis je vais être bien plus rapide, puis plus allumé que si j'ai pas fait d'exercice physique. Mais c'est un tout. C'est là. comme le sommeil, là. Je veux dire, c'est quelque chose qui va te régénérer puis qui va... Fait que si tu peux pas... Moi, si, mettons, je bougeais pas, là, c'est sûr que je serais pas capable de faire la job que je fais. Là. Je serais pas capable de réfléchir, je serais pas capable d'écrire, je serais pas capable de produire autant que je produis. À quel moment tu as commencé à faire du sport? Bien, j'en ai toujours fait, mais pas en quantité importante, là. Mais quand j'ai commencé à faire des entraînements de marathon, bien là, c'est un... Tu sais, quand t'es rendu que tu as ton pic, tu cours des 100 km par semaine, tu sais, là, T'avais quel âge? Peut-être 20 ans, là, même peut-être un peu plus jeune. Donc, assez jeune. Oui. Puis, mais sauf que tu vois, je l'ai continué. Fait que, mais c'est niaiseux, hein? C'est tout va ensemble parce que, veux pas, t'as des souliers, t'as de l'équipement. Fait que, tu sais, t'as pas... Parce qu'il y a des gens qui partent de rien, là, fait qu'ils ont même pas la base, là. Puis moi, la raison pour laquelle j'avais choisi la course, c'est parce que je trouvais que tu peux en faire n'importe quand, n'importe où. Ça coûte pas cher, là. Ça coûte pas cher, puis tu peux le faire tout seul. T'as pas besoin de... J'étais à mon chalet, je pouvais le faire. J'étais en ville, je pouvais le faire. Tu peux faire ça n'importe où. Tu dépends pas des autres, là. Non. Puis t'es très autonome. Même en voyage, tu peux continuer à t'entraîner. Puis ce qui a fait que j'ai continué à m'entraîner, puis j'ai eu parce que je suis pas discipliné, là. Tu sais, il faut que tu développes une discipline. Mais la discipline est venue parce que j'ai découvert... J'avais hâte d'avoir les bénéfices de l'entraînement. Donc, tu es devenu discipliné. Bien, en fait, j'avais pas de mérite parce que quand j'allais faire mon sport, je revenais, j'étais plus de bonne humeur, j'étais plus actif, j'étais plus productif, j'étais plus... Fait que je voyais les bénéfices... Tu comprends? Fait que je le faisais parce que ça me rapportait quelque chose. OK, Puis- mais pourquoi tu n'as pas de mérite? Ben parce que je le faisais pas parce que je le faisais pas comme une obligation, je le faisais quelque chose qui me rapporte. Tu sais, c'est pas... C'est jamais par obligation. Quand on fait de quoi par obligation? Ça marche pas. Non. Quand tu le fais, pourquoi? Il y a un certain bénéfice, tu viens de le mentionner. Tu le veux l'avoir, ton bonbon, après ton effort. Mais les gens le voient pas. Puis ça m'a pris du temps avant de le voir, ça, Hugo, parce que je te dirais ça. Tu sais, quand tu commences à t'entraîner, là, en tout cas, la course, c'est le même, je sais pas pour toi, là, mais la course, là, moi, ça m'a pris du temps à comprendre que je dormais moins puis j'étais plus reposé. Donc, j'avais plus de temps. Parce qu'au début, je disais, j'ai pas le temps. Tu sais, c'est toujours ça. Hein? On dit toujours, on n'a pas le temps de s'entraîner. Fait que, puis là, j'ai découvert que, hey, non, c'est le contraire. Plus je m'entraîne, plus j'ai du temps. Fait que là, hey, c'est le fun. Plus j'ai de l'énergie, mieux je dors. Fait que là, puis bizarrement, mieux je mange. Pas parce que j'ai pas de mérite non plus. On dirait que mon corps réclame des affaires meilleures qu'avant. Je sais pas comment te dire ça, comment t'expliquer ça, là, mais j'avais moins le goût de manger de la junk, puis j'avais plus le goût de manger des fruits et des légumes. Là. T'as pas envie de manger une poutine quand tu viens d'aller courir, hein? Non. Bon. T'as envie de manger une pomme, puis t'as envie de manger des aliments simples, des protéines, puis... Tu sais, ce que tu mentionnes là,
Ce qui arrive, c'est que tout d'un coup, tu connectes avec toi-même. Ton corps, tu l'écoutes. Ton corps, tu l'écoutes, puis ton esprit. Et lui, ton corps va te dire c'est quoi ses besoins. Au même titre que quand tu fais de quoi qui est contre-productif puis que tu te fais mal, c'est un signal que ton corps t'envoie. Donc là, il faut que tu t'adaptes. Donc, au niveau de ta technique de course, tu commences à créer certains problèmes qui peuvent t'emmener à des blessures. Donc, ton corps, là, il te parle. Quand tu te mets à te sentir bien dans ta peau, pourquoi tu changerais ta méthode? Pourquoi tout d'un coup, tu deviendrais indiscipliné? Mais c'est pour ça que le mérite n'est pas si grand que ça, parce que tu fais juste être à l'écoute. Tu fais juste suivre ce qui est bon pour toi. C'est pas là, comme un étau, là. Ton mérite, ce n'est plus une mérite, ça devient une façon de vivre. C'est ça. Et donc, ce n'est plus une obligation. Puis c'est plus difficile. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Tu l'as mentionné tantôt, tous tes gains. Tu es plus productif, plus résistant au stress. Au niveau cognitif, ton niveau de concentration est plus élevé, ton focus, ton système immunitaire est plus fort. Donc, les bénéfices font en sorte que, tu l'as dit depuis tantôt, tu travailles plus fort, tu travailles plus longtemps, tu es en mesure d'avoir une meilleure qualité de vie. Et ça n'a pas de prix. Mais moi, j'ai une question pour toi, Hugo. Toi, étant donné que tu es allé à un niveau extrême, là, disons, appelons-le comme ça, là, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas le rendement décroissant? Tu tombes pas dans l'autre côté un peu? Parce qu'à un moment donné, c'est comme trop. T'sais, moi, c'était pas assez. Là, fait que là, quand tu en fais, là, tu vois des bénéfices. Mais à un moment donné, vous autres, quand ça devient une profession puis quand ça devient une vie, est-ce que ça n'a pas... À un moment donné, c'est comme n'importe quoi. Tu te mets à vieillir. Donc, en vieillissant... ça change aussi. Ça change aussi. Donc, tes capacités changent. Et encore une fois, ton corps va te parler. Tu sais, l'intensité, tu n'es plus capable de la soutenir autant qu'avant, ce qui fait en sorte que ta récupération est plus lente. Tu sais, tes blessures, tu fais plus attention parce que ça prend plus de temps à récupérer. Donc, ça t'amène à t'adapter. Pourquoi? Pour faire en sorte que le message que tu reçois de ton corps, que tu continues de l'écouter. Mais si je m'entête à vouloir être l'homme que j'étais il y a 20 ans, à 53 ans, ça ne fonctionnera pas, puis mon corps va me le dire assez rapidement. Donc, par la force des choses, oui, tu as changé, tu as évolué, mais tu es encore à l'écoute de ce que ton corps dit au niveau des feedbacks. Fait que tu restes encore une fois productif. Ça, c'est l'autre affaire que les athlètes, que ça m'impressionne tout le temps, parce que vous autres, vous connaissez votre pic jeune. T'sais, moi, en politique, il y en a qui me disent que je suis encore trop jeune, puis on a le même âge. Là, mais c'est nous autres, c'est plus long, tu comprends? Fait que nous autres, plus tu vieillis, plus ça monte. Tandis que dans le sport, ça monte au début, puis après ça redescend. Fait que la gestion du temps n'est pas la même. Là, je sais pas comment dire ça, mais on n'est pas dans la même génération à ce niveau-là. Là. Ça te prend plus de temps, toi, là. Ça prend plus de temps. La différence, je dirais, c'est que j'ai réussi à faire une transition qui me permet d'appliquer la même chose qui m'a permis d'avoir du succès dans le sport à d'autres sphères de ma vie. Donc, je demeure un athlète. C'est pas les athlètes qui réussissent ça. C'est ça le drame aussi. Oui, mais ça demande un certain travail personnel qu'il faut que tu fasses sur toi-même. Fais un plan B puis un plan C. Exactement. Puis moi, j'ai été capable de me réorienter en gardant la même attitude. Parce que tu le voyais venir, tu le savais que ton corps, à un moment donné, il allait vieillir comme tout le monde. Là. Dans la vie, je pense que tu es mieux d'être en contrôle des événements que de laisser les événements te contrôler. Ce que ça veut dire, c'est que je savais pertinemment qu'il allait avoir une fin. Si tu te prépares à cette finalité-là, tu es capable de te préparer à ce que tu vas faire après. Mais si tu te prépares pas à ça, la journée que la fin arrive, puis tu n'as pas préparé le terrain pour qu'est-ce qui va suivre, c'est certain qu'il va se ramasser avec un certain décalage. Et là que tu te cherches. Toi, tu as dû le sentir encore plus que moi. On se sent comme super puissant, puis comme invincible, puis éternel. En tout cas, je me sens tout de même une bonne partie de ma vie. Là. Moi, j'ai une blessure qui a mis fin à ma carrière. Donc, j'ai pas arrêté parce que je voulais. J'ai arrêté parce que... Pour planifier ton déclin. Là. Non, exactement. Puis, c'est arrivé un moment où j'étais dans mon prime. À ton pic, oui. Donc, oui, émotionnellement, ça a été une période difficile. Mais en même temps, ce qui m'a permis d'avoir du succès dans le sport, j'ai pris exactement la même recette. Tu sais, à un moment donné, tu l'as mentionné tantôt, tu ne gagnes pas tous tes compétitions. Non. Puis quand tu perds, il y en a qui font mal. Tu as deux choix, c'est soit de rester à terre ou de te relever, mais j'ai juste décidé de me réorienter pour avoir du succès dans d'autres choses, puis de continuer à avoir le même feeling que lorsque tu réussis, tu as une satisfaction, puis tu as un bien-être qui fait en sorte que ça t'encourage à continuer de pousser puis à aller plus loin. Je reviens à une question que tu m'as posée tantôt, la défaite qui m'a fait mal dans Arthabasca récemment. Là. Elle m'a fait mal sur le coup, là. Puis là, ça fait quoi? Ça fait 2-3 mois, là. Aujourd'hui, je le vois plus comme une défaite.
Puis j'imagine, je sais pas s'il y a des compétitions comme ça, toi, qu'après coup, sur le coup, tu étais bien déçu, puis tu avais l'impression que c'était un échec, puis une couple de mois plus tard, je le vois comme une période d'apprentissage puis de croissance. Puis je le vois comme quelque chose qui m'a propulsé vers d'autres choses, puis qui m'a obligé à m'améliorer à certains égards. Tu sais, j'essaye, puis c'est ça qui est, c'est tough là, de twister, de prendre ça, puis de basculer ça, là. Mais je travaille là-dessus depuis 2-3 mois. Mais c'est ça, être un leader. Puis toi, tu es le leader de ton parti. Ouais. Fait qu'à quelque part, tu peux pas perdre le focus de où est-ce que tu t'en vas Non, c'est ça. parce qu'il est arrivé quelque chose qui s'est pas tourné à ton avantage. Puis encore une fois, les champions, ou je te dirais un vrai compétiteur, bon, un champion, c'est une attitude de champion, dans des défaite, tu grandis. Mais sur le coup, tu le vois pas. Ben, c'est normal, émotionnellement, il faut que tu le vives. C'est ça. Faut que tu subis le choc. Oui, puis après ça, ben, la poussière redescend. Puis là, quand Puis là, tu surveilles ça de bord. Exactement, parce que quoi? Tu commences à analyser. Les personnes qui réussissent vont toujours avancer beaucoup plus vite après un échec, souvent qu'après une Ça victoire. t'es-tu arrivé dans ta carrière, ça? Oui, des échecs, on a eu plusieurs. Non, mais tu sais, tu vas à une compétition, puis tu penses que tu vas gagner, puis tu reviens, puis ça Ben va être oui. un désastre. Puis là, tu essaies d'apprendre de ça, puis tu essaies de revirer ça de Tu bord. sais, mes premières compétitions, quand j'ai commencé dans le sport, ont été difficiles. T'avais quel âge? J'avais 19, 20 ans. T'étais jeune. Ouais. Puis, je faisais moins qu'à l'entraînement. Hein? Tu sous-performais en compétition? Je sous-performais. Tu choquais, autrement dit. Exactement. Pourquoi? Parce que mon attitude n'était pas à bonne place. Je regardais ce que mes compétiteurs faisaient en espérant qu'eux allaient manquer leur levée. Donc, quand ils réussissaient, la pression tombait toute sur mes épaules parce que là, moi, je me devais de réussir les miens. Fait que c'est le stress qui t'écrasait. Oui, puis une approche qui était pas la bonne. À partir du moment que j'ai arrêté de penser à ce que les autres font pour focusser sur ce que moi je fais, Tu regardais plus pas en tout ce que tu savais même pas ce que les autres avaient fait. non. Parce que ça n'a pas rapport. Je compétitionne Mais contre non, moi-même. parce que toi, tu veux lever ta charge, ça finit là. Exactement. Donc, toi, ta charge, c'est d'autres choses. C'était une mission, tu l'as mentionné Non, c'est tantôt. ça. Moi, je veux convaincre du monde, je veux rencontrer du monde, je veux, etc. OK. là. Que tu n'aies pas gagné là-bas, ça change quoi ta mission? Non, rien. On a le même discours, puis on continue encore plus, puis on profite de ce qu'on a eu de plus, puis on essaie d'en avoir encore plus. Ben, surtout si toi, tu veux faire changer les choses. C'est ça que tu as mentionné tantôt. Puis c'est ça, possiblement, des fois, qui manque à certaines personnes lorsqu'on s'investit. Parce que c'est pas des projets. On choisit pas des projets parce qu'ils sont faciles, on choisit des projets parce qu'on veut les réussir, puis on veut les faire. Puis c'est ça qui va déterminer qui on est. Parce qu'au final, c'est comme ça qu'on va être vu. Peu importe où ce que tu vas terminer l'an prochain, les gens vont avoir une opinion de toi. C'est sûr. Et cette opinion-là, ben, ils ont le droit à la leur, mais toi, tu vas savoir que tu as tout donné. Et ça a de la valeur. Parce qu'au final, quand tu te regardes dans le miroir, toi, tu sais ce que tu as fait puis comment que tu l'as fait. Tu coaches-tu des athlètes qu'il faut qu'ils fassent une transition ou tu fais-tu ça un peu, essayer psychologiquement de les aider à... J'ai plus côté au niveau physique que j'ai coaché, physique. mais au niveau mental, je fais beaucoup de conférences. Mais tu me donnes des idées. C'est peut-être de quoi que je devrais Non, mais c'est faire. parce que tantôt, on parlait de Georges Saint-Pierre. Tu sais, on a commencé notre conversation sur Georges. Puis, la première fois que j'ai rencontré Georges Saint-Pierre, contrairement à toi, là, physiquement, il m'a pas impressionné. Puis même, je me suis entraîné avec lui physiquement. On était au gym, on était habillés en gars de gym, là. Et c'est pas un gars qui est hyper gros, c'est pas un gars qui est hyper musclé. C'est pas, tu croiserais ce gars-là, puis tu sais pas c'est qui, puis tu penserais pas que c'est Georges Saint-Pierre, là. Puis c'est pas au gym qui m'a impressionné. C'est quand je me suis assis avec au restaurant puis qu'on a jasé. Puis j'ai réalisé que sa force est entre ses deux oreilles. Puis j'ai réalisé que si ce gars-là, il est unique au monde, c'est parce qu'il y a une force que ses adversaires n'ont pas. Puis, un moment donné, je sais pas si c'est public, mais je pense que oui, je peux le dire, parce qu'il est plus un athlète, là, mais un moment donné, il m'avait même, je pense qu'il l'a même peut-être déjà dit publiquement, mais il m'avait expliqué qu'il avait appris à parler la langue de son adversaire pour comprendre ce que son coach puis lui se disait pendant son combat. Puis c'est fou, là. Fait qu'il ça n'a rien à voir avec l'entraînement, ça, là. Fait que c'était le Portugais, là, parce que c'était un Brésilien. Fait qu'il avait appris, en tout cas minimalement, le vocabulaire là, qu'il échangeait pour s'assurer qu'il comprenait les signaux entre l'entraîneur et son adversaire. Puis que ça lui donnait, fait que ça lui avait donné un avantage comparatif énorme, parce que l'autre, il n'a jamais pensé qu'il parlait portugais. Puis mais tu sais, j'ai réalisé là, que tous les petits détails, comment il analysait tout, puis comment il était puissant, puis comment il réussissait à vaincre ses peurs, à se dépasser, puis à visualiser aussi ses succès. Ça m'a bien inspiré, bien plus que l'entraînement physique, là. Ça t'a-tu influencé en politique? Ben
c'est sûr qu'il y a un vase communicant. C'est sûr que quand tu t'en vas faire un débat des chefs, c'est pas un combat dans un ring de la UFC, là, mais c'est un combat. Je veux dire, tu as un adversaire devant toi. Tu sais, les craintes que tu as de te faire fesser, mais moi, je les ai, mais sur le plan verbal, là, c'est la même chose. Là. Je veux dire, Émotionnel. tu peux te faire knocker là, dans un débat. Là. Ça peut mettre fin à ta carrière. Tu peux faire aussi, tu peux gagner, tu peux sortir de là grand champion puis knocker ton adversaire aussi. Il y a beaucoup de similitudes, je trouve, entre les sports de combat. Là. Fait que oui, l'aspect psychologique, il est très, très similaire. Puis fait que c'est ça, j'ai beaucoup plus appris quand j'étais allé manger avec au resto qui m'a parlé de son psychologique qu'au gym. Je te sens très honnête. Je vais te poser une question. Vas-y donc. Tu as parlé de cynisme tantôt. Oui. Les gens Les gens ils croient là, que les politiciens sont tous des menteurs. Oui. Parce qu'il y en a qui mentent. Pourquoi ils font ça? Eh boy, c'est une bonne question. Je pense pas que les gens vont en politique pour mentir. Je pense pas que les politiciens sont à ce point-là malhonnêtes, là. Mais quand tu dis qu'ils sont tous des menteurs, c'est un sentiment qui m'habite un peu. Moi aussi, je trouve ça. Puis je trouve ça pourquoi? Moi, j'ai voté pour la CAQ 3 fois. Moi, François, moi, j'étais à l'ADQ avec Mario Dumont à l'époque, là. J'étais contre la fusion au début parce que je trouvais que le Legault était passé à droite. Puis c'était un péquiste, puis je le trustais pas trop. Mais bon, les membres ont décidé que c'était lui, puis ils ont décidé qu'on fusionnait, fait qu'on a fusionné. Et j'ai toutes les raisons qui ont fait que j'avais voté pour lui, puis j'avais fait confiance. Tu sais, moi, je croyais au privé en santé. Lui, il disait ça. Il a fait le contraire quand il est arrivé au pouvoir. Il a aboli ça. On a parlé des ressources naturelles tantôt. On a parlé du mode de scrutin. On a parlé de la saine gestion des finances publiques. Tout ce qui était les valeurs qui, pour moi, étaient fondamentales, pourquoi j'avais voté pour lui, ils avaient toutes trahi. Mais je pense pas qu'il l'a fait. Puis il savait pas quand il disait là, qu'il allait faire ça, puis quand il a fait le contraire. Ils sont comme dans une bulle, dans une dynamique où, à un moment donné, ils veulent plaire à tout le monde. Puis là, ils se mettent à aller dans toutes les directions, puis à essayer de justifier les changements. Parce que la réalité, elle bouge. C'est sûr que la réalité change. C'est normal, là. On est dans un monde dynamique, là. Mais il arrive des nouvelles contraintes, puis des nouvelles pressions. Puis il y a une machine aussi bureaucratique. Ça, c'est une affaire qu'on pourrait parler encore une heure, là. Il y a le politique, mais il y a ce qui est en arrière, puis qui n'est pas élu, là, puis qu'on ne voit pas. Puis on a eu un bel exemple récemment de ça. Un sous-ministre à l'Environnement qui est sorti contre Bernard Drinville, le ministre actuel de l'Environnement, pour dire que c'était inacceptable parce qu'il avait demandé de couper 134 postes au ministère de l'Environnement, ce qui représente 3 % des effectifs du ministère. Dans les 5 années précédentes, la CAQ avait augmenté le nombre de fonctionnaires au ministère de l'Environnement de 86 %. OK? 1750 employés. On leur demande 134 coupeurs. C'est inacceptable. Il sort publiquement contre son ministre. Il n'est pas élu par personne, là. Il est un serviteur de l'État. Il est payé, lui, là, pour exécuter ce que la population puis le politique lui demande. Puis il n'y a eu aucune sanction. Si n'importe quelle entreprise, quelqu'un aurait fait ça, il se faisait congédier dans l'heure, là. Puis il n'y a personne qui aurait fait ça parce que ça se fait pas. Puis tu un devoir de réserve quand tu es un haut fonctionnaire, là. Mais je te dis ça parce que il y a toute cette machine bureaucratique-là au Québec qui est rendue très grosse puis qui se nourrit elle-même. C'est-tu elle qui mène? Ben oui, puis c'est ça qui est grave. C'est que quand Bernard Drinville, il sanctionne pas son sous-ministre, qui s'appelle Frédéric Gay, qu'est-ce qui arrive? Ben, il arrive que tout le monde au ministère a compris que le vrai boss, c'est le sous-ministre. Puis tout le monde a compris que l'autre, c'est un pantin qui parle. Mais lui, il parle, mais c'est pas lui qui décide. Fait que puis ça, là, ça explique pourquoi on a l'impression que les politiciens mentent. Parce qu'à un moment donné, ils décident plus. Puis la machine... Mais la machine, là, elle a aucun mandat de personne, là. Elle se nourrit elle-même. Puis c'est ça qui est dangereux. Puis c'est ça qui me fait capoter quand tu penses à ça, là. Ils ont pas... Puis ils sont déconnectés, là. Je veux dire, couper 3 % des effectifs au ministère de l'Environnement, alors qu'ils viennent d'engager 86 %, il y a un Québécois sur 4 qui n'est pas capable de renouveler son hypothèque, qui est obligé de prendre des arrangements avec la banque présentement. Il y a un Québécois sur 10 qui est allé d'une banque alimentaire dans la dernière année pour nourrir lui ou sa famille. Il y a 50 % des Québécois qui sont à 200 $ de l'insolvabilité. Tout le monde arrive à l'épicerie, là, puis tu le vois à la caisse de l'épicerie, tout le monde capote. Là, à toutes les semaines, le prix monte, puis le monde, ils ont l'impression d'être égorgés. Puis lui, on lui demande de couper 3 % de quelque chose qui vient d'être augmenté de 83, puis il est prêt à violer son devoir de réserve puis à attaquer le ministre publiquement. Tu te dis,
cette machine-là, elle vit dans quel univers? C'est tout du monde payé des gros salaires en passant, là, qui vivent pas dans la même réalité que le reste de la population. Fait que je fais un long détour, là, puis c'est une longue réponse à ta question, là, mais moi, je pense que le problème, c'est pas que les politiciens veulent mentir, c'est qu'on a une machine aujourd'hui qui est rendue beaucoup trop puissante et qu'il faut ramener à l'ordre. Puis la seule façon de le faire, c'est d'avoir un mandat démocratique de le faire. Ça prend du monde comme moi qui n'ont pas peur de nommer le problème puis qui vont être capables de prendre le taureau par les cornes. Parce que moi, si je suis élu, puis tous les députés conservateurs, on va dénoncer cette affaire-là. Puis on a été élus pour ça, puis on va se faire la voix de ceux et celles qui ont compris qu'il y a un problème à ce niveau-là. Donc, toi, t'es le néo de la matrice, là. Ben, appelez ça comme tu peux appeler ça de même. C'est une drôle de façon de le voir. Mais non, mais c'était peurant, là, parce qu'on a créé une machine que, écoute... Parce que t'es le seul qui en parle comme ça. Mais il faut en parler. Écoute, à Ottawa, c'est encore pire, hein? Justin Trudeau, là, parce qu'il y a quelques jours, ça faisait 10 ans que Stephen Harper avait été battu par Justin Trudeau au fédéral, OK? Quand Harper, là, il a augmenté la taille de l'État, là, mettons, il y avait 250 000 fonctionnaires. Ça, c'est la dette. Il a augmenté la dette de 27 %. Sous Trudeau, ça l'a augmenté de 100... Je ne me souviens plus des chiffres, Ils l'ont doublé. Là. C'est plus que doublé, OK? La taille du nombre de fonctionnaires, Harper, 3 %. Oui. Trudeau, 43 %. Plus que 100 000 fonctionnaires qui ont engagé. Legault, lui, avait promis à Québec de diminuer de 5 000, il a augmenté de 12 000, OK? Fait qu'on est dans un monde où cette espèce de bureaucratie-là, puis ces gens-là, ils votent, ils ont des syndicats qui les défendent, ils ont des partis politiques qui les défendent. Fait que le citoyen, là, qui est juste le payeur de taxes, là, il est comme le gars qui est dans son char et qui n'est pas dans le trafic. Là, il a l'impression qu'il ne peut pas changer ça et qu'il n'a pas de pouvoir face à ce monde-là. Là. Fait que c'est pour ça que moi, tu sais, quand toi, tu disais que je suis passionné puis ça me motive, là, c'est ça qui me motive. C'est me faire la voix de ce monde-là qui n'en ont pas. J'ai souvent l'impression que c'est un peu ça qu'on est d'abord et avant tout. Oui, on est un parti à droite, là, mais on est aussi un acteur politique qui parle pour ceux qui n'ont pas de voix. Fait que toi, t'as avantage à ce que la taille de l'État descende parce que ces gens-là votent pas pour toi. Ben, ça, c'est sûr. Mais même les fonctionnaires, là, ils le voient, là, tu sais, ceux qui tournent les pouces, là, ils voient bien que ça marche pas puis qu'on s'en va dans le mur. Puis ce monde-là, ils ont des enfants puis ils veulent-tu vraiment lui léguer des tonnes de dettes pour avoir entretenu une machine comme ça qui n'a pas d'allure? Tu sais, à un moment donné, il faut se poser la question, là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui paye pour ça. Puis les gens qui en profitent, là, ben, leurs enfants vont payer pour. À un moment donné, on a un devoir comme être humain de toujours laisser plus à nos enfants que ce qu'on a reçu de nos parents. En tout cas, moi, je pense que c'est le devoir historique moral, là, c'est celui-là. À la base, là... C'est le but, normalement. Oui. Puis, on est, comme je t'ai dit tantôt, on est la première génération qui va faire le contraire. Puis, il faut parler de ça. Moi, si je suis arrivé en politique, là, à l'époque, même avec Mario Dumont puis tout ça, là, puis mon premier livre que j'ai écrit, c'est «L'État contre les jeunes, comment les baby boomers ont détourné le système». Moi, ça a toujours été mon... Puis si je suis devenu à droite, là, je ne l'étais pas à l'origine, là. Si je suis devenu à droite, c'est le jour où j'ai compris que le système travaillait contre l'avenir. Puis, je pense que ce qu'on disait à l'ADQ dans le temps, le monde disait « Ah, ça n'a pas d'allure, ils disent n'importe quoi ». Là, aujourd'hui, on le vit. Là. C'est plus une théorie là, que les jeunes vont vivre plus pauvres que leurs parents. C'est plus une théorie qu'ils n'ont plus accès à la propriété. C'est une réalité. Là. On est rendu là. Fait que, tu sais, Mario Dumont disait ça, il était tout seul en 97, là. Mais aujourd'hui, là, c'est la réalité dans laquelle la jeunesse du Québec est pognée. Sais-tu quoi que j'aimerais? Quoi? C'est que l'an prochain, on fasse un débat avec tous les chefs. Qu'on fasse ça ici. Ben oui, j'aimerais ça. Une formule différente. J'aimerais bien ça. En fait, tu voulais me recevoir quand je vais être élu. Je me suis dit, bon, oui, je vais venir quand je vais être élu l'année prochaine. Ça aussi. Fait qu'on a 2 rendez-vous. On a 2 rendez-vous, mon cher. Hey, merci beaucoup, Éric. C'est moi qui te remercie, Hugo.